Vous écoutez Tech Café, c'est le supplément qui vient compléter l'écoute de l'épisode hebdomadaire. Nous sommes en août 2024, peut-être en septembre au moment où vous écoutez cet épisode, et il s'agit d'un épisode tuto qui vient vous apporter des conseils pratiques autour de l'intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve l'auteur de ce tuto, de ce complément d'information, et du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien. J'ai chaud, là, j'ai fait chauffer les GPU, là. Ah oui, ah d'accord, ok, je pensais que c'était juste parce qu'il faisait très chaud en été, là, de ton côté. Peut-être que c'est un mélange entre ça et le fait que tu as fait chauffer les GPU, tu me diras peut-être. Ça aide, ça va. Faites plutôt ce genre d'exercice en hiver, comme ça vous en profitez au passage. Merci, j'ai eu beaucoup de mal à faire l'intro de ce supplément, pourtant, je sais pas, ça nous arrive plus à Guillaume d'avoir des soucis comme ça au lancement, alors vous l'entendez pas. Ouais, mais là, il y a des chatons, alors bon. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors, tiens, très bien. Je rebondis tout de suite, Guillaume, parce qu'on doit parler du serveur Discord. Et le serveur Discord de Tech Café est accessible sur techcafé.fr/Discord ou avec le lien dans les notes de l'épisode. Et pour vous donner envie de venir, j'y partage des éléments très intimes de ma vie. Sachez qu'il y a eu 4 chatons qui sont nés chez moi samedi et ils sont trop mignons. Et donc, si vous voulez aller les voir, inscrivez-vous sur le serveur Discord de Tech Café. Et vous pourrez aller voir une petite photo des chatons et peut-être même que si vous êtes suffisamment en demandé, j'en posterai d'autres. Voilà. Si avec ça, on n'a pas plein de personnes qui viennent nous rejoindre sur Discord, je ne sais pas quoi faire, mais peut-être que parmi gaffe à la SPA, parce que prostitution de chatons, comme ça, je sais pas si... C'est du travail de mineurs dissimulés, ça, finalement, quelque part. Où j'exploite leur image. Il y a eu des condamnations pour au moins que ça. Les parents de Swan et Néo en savent quelque chose. Merci beaucoup à Marc Cassin, à FR31 et Mathieu Duval de nous soutenir sur Patreon. Tech Café, c'est un podcast qui est gratuit, qui est aussi financé par ses auditeurs. Alors, si vous voulez nous soutenir, si jamais le fait de ne pas avoir Tech Café vous manquerait, vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé à partir d'1,50€ par semaine. Ces épisodes suppléments de fin de semaine de type tuto, dossier ou qui vont un petit peu plus loin dans l'actualité ne font pas évidemment l'objet d'un prélèvement. Et au passage, si vous nous soutenez sur Patreon, vous avez en échange un flux qui vous permet d'écouter les épisodes du podcast sans la pub. Et en plus, bonus avec cette nouvelle saison, quand vous êtes abonné sur Patreon au flux privé du podcast, vous n'avez pas non plus ces segments peut-être interminables pour vos oreilles qui vous incitent à venir participer. Et oui, après tout, cette bonne guerre, on a réussi à vous convaincre du bien fondé de venir nous soutenir. Donc, vous n'avez pas besoin d'être exposé ad vitam et aeternam à ces incitations. Mais évidemment, on laisse la citation des nouveaux soutiens sur Patreon. Merci beaucoup. Aussi, si vous avez la possibilité d'aller déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou même des étoiles sur Spotify, parce que ça permet de convaincre les personnes qui tomberaient sur le podcast, sur un épisode et qui se diraient « Oui, mais est-ce que ça vaut bien le coup quand même de s'abonner à Tech Café ? Ok, cet épisode, il est intéressant, mais est-ce que les autres, ils sont bien ?» Eh ben oui, et il vous suffit d'aller regarder tous les avis positifs qui ont été déposés. Ignorez copieusement les quelques avis négatifs à notre sujet. Ce sont des personnes forcément mal intentionnées et des personnes très objectives qui ont encensé la qualité de Tech Café. Merci évidemment beaucoup par avance si vous jouez le jeu des interactions. Guillaume, sans autre forme de procès, on se doit quand même de plonger dans le dossier que tu as préparé. Il fait écho à des dossiers que tu as déjà partagés qui sont des dossiers de type tuto, donc c'est toujours parfois un petit peu source de questionnement pour les personnes de savoir comment est-ce qu'on peut faire des tutos autour de l'intelligence artificielle avec des épisodes de podcast, mais bon, évidemment, tu y arrives extrêmement bien parce qu'il suffit d'écouter ce que tu en décris et de consulter les notes de l'épisode parce qu'évidemment, comme tous les épisodes de Tech Café, tout cela est sourcé, vous retrouvez toutes les références sur techcafé.fr ou dans les notes de l'épisode. Allons-y, Guillaume, parce qu'il s'en est passé du temps maintenant depuis le précédent épisode. Donc, quoi, tout a changé, j'imagine, hein, c'est ça ? Écoute, oui, il y a eu pas mal de mises à jour. D'ailleurs, c'est vrai que c'est Grémy qui a été le premier à demander comment tester Flux en local, sous-entendu. C'est vrai qu'il y a du nouveau, on en parle dans presque tous les épisodes, alors pourquoi pas profiter de cette sortie, de ce nouveau générateur et de ces versions compressées pour faire une petite mise à jour sur l'IA pratique. Donc c'est une sorte de patch, c'est le patch de septembre 2024, on va dire, et il va concerner à la fois la génération d'images et la génération de texte, avec des modèles, avec des nouveaux modèles, et avec un petit peu d'inférence aussi sur le téléphone. Bon, je vais pas le cacher, hein, c'est un patch, ce qui veut dire que je vais beaucoup reprendre ce que j'ai dit aussi quand même sur les autres épisodes tuto, parce que tout simplement on va utiliser globalement les mêmes logiciels.
Donc c'est vrai que la manière d'utiliser le logiciel, je vais pas revenir dessus de manière vraiment très détaillée. On vous C'est pour mettra ça le que lien. j'appelle ça. Je Oui, suis en vas-y. train d'y penser, on remettra le lien vers les précédents épisodes pour que vous puissiez y accéder peut-être encore plus facilement dans les notes de l'épisode. Dans Previously On, tuto de Tech Café pour la génération d'images et de textes par intelligence artificielle en local. Comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir les bases. Mais bon. Oui, parce que là, bon, c'est vrai que là, il y a une grosse compétition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions en vidéo aussi, hein, avec Kling, Mm. Lumar, Unreal Gen 3 et dernièrement Hotshot d'ailleurs. Attention d'ailleurs, sur Hotshot, les exemples sont très bien choisis, les rendus habituels sont pas forcément géniaux, mais bon, c'est vrai que ça avance vite. On atteint le modèle de Black Forest Lab, hein, la boîte qui fait justement Flux, qui nous amène naturellement à ce nouveau modèle de génération d'images. Et la concurrence est aussi de plus en plus rude de toute façon sur le secteur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de générateurs. Il y a un petit outsider à suivre d'ailleurs qui s'appelle Ideogram 2, qui permet la génération gratuite, hein, et qui pousse d'ailleurs même Midjourney à remettre en place une offre de démonstration. Il y a aussi Magen 3, il y a aussi le Flux qui est inclus dans Grok. Puis il y a les Leonardo aussi et compagnie. Vous avez l'embarras du choix en ligne, mais bon, ici c'est pas le propos, on veut faire de la génération locale, donc sur le PC, voilà, sur votre PC, et les outils sont effectivement globalement les mêmes. Il y a Comfy UI, plus que jamais, hein, qui est devenu une plateforme d'ailleurs adossée à une fondation, hein, un petit peu comme Blender, et qui sert plus seulement à la génération d'images, vous pouvez même l'utiliser pour générer du texte et faire des choses assez complexes. C'est logique en fait. Il y a aussi Invoke AI, il y a toujours Focus et bien sûr Automatic, et on va parler d'une variante d'Automatic 11.11 qui s'appelle Forge. Et très étonnamment, d'ailleurs, Cobalt CPP lui aussi, dont on a pas mal parlé, devient un outil pour la génération d'images, la génération de texte reste sa spécialité, mais il a aussi beaucoup évolué depuis la dernière fois, et donc il est devenu une sorte de couteau suisse quelque part. Donc pas de changement majeur côté interface du coup, voilà, donc il y a du nouveau par contre du côté des modèles. Alors je vais pas parler des milliards de nouveaux fine-tune ou LoRa que vous trouvez sur CVTI, on va parler spécifiquement des nouvelles de nouvelle génération. Des modèles de nouvelle génération, qui sont au nombre de 3. Il y a Stable Diffusion 3, Flux et Auraflow. Alors pourquoi je les considère comme des modèles de nouvelle génération? Parce que ce sont des transformers qui s'occupent de la diffusion et pas des UNET. Alors la différence peut paraître très académique, en fait ça change quand même pas mal de choses en interne déjà, et on a déjà pas mal parlé de cette transition vers les Diffusion Transformers lors de la sortie de Stable Diffusion 3, donc on va pas non plus tout redire là-dessus. Il faut savoir que c'est à la base, rien ne change, dans le sens où ce sont toujours des modèles de diffusion, donc il y a toujours un gros réseau qui s'occupe de débruiter une image qui n'est en fait que du bruit, et ce débruitage, sous le contrôle du prompt, se fait petit à petit, pas à pas, hein, étape par étape, et donc le prompt c'est un texte qui est converti en une sorte de direction dans un espace mathématique abstrait, par un modèle de langage, et le tout se fait non pas dans l'espace des pixels, mais dans un espace dit latent, qui représente des images de manière efficace, donc compressées. Et donc il y a toujours 3 parties à notre générateur d'images, ça change pas non plus. Il y a un modèle de langage, qui va, avec les nouvelles générations, beaucoup s'étoffer, donc on a des modèles de langage beaucoup plus gros, beaucoup plus complexes, qui vont permettre une bien meilleure compréhension des prompts, une adhérence bien supérieure à ce qu'on avait avant. En gros, le modèle comprend mieux ce que vous lui dites, hein, il peut faire des compositions plus complexes, gérer mieux les textes avec des images, etc. Et ça se paye, c'est des modèles qui sont plus gros, qui sont aussi plus lourds. Alors, la deuxième partie du générateur, c'est le réseau qui fait le débruitage, et c'est de loin le plus gros, c'est celui qu'on appelle donc un certain nombre de fois, hein, sur un certain nombre d'itérations, 4, 10, 20, ce que vous voulez, et c'est là qu'on va faire le plus gros des calculs. Et lui, il change assez radicalement, dans le sens où on passe d'une architecture un peu ancienne en U à un transformer. Alors, c'est l'architecture star du moment. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on les maîtrise très bien, les transformers. Maintenant, on les connaît très bien. En fait, ils convergent mieux, tout simplement. Ils sont assez stables, ils sont plus rapides aussi pour la même efficacité. D'où aussi une propension à monter le nombre de paramètres. Ce qui n'est pas sans conséquence pratique, évidemment. En fait, le dernier modèle utilisé, c'est le VAE, hein, si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé, c'est exactement la même chose, c'est un encodeur qui va compresser les images dans un espace qui est plus pratique à utiliser pour le transformer, et de ce côté-là, il n'y a pas de changement majeur, donc ça va rester exactement pareil. Et donc on en arrive au premier modèle nouvelle génération, quelque part, hein, qui est arrivé, Excuse-moi, avant que tu les détailles, justement, une petite question par rapport au côté poids, ressources et à qualité égale. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, parce que tu nous dis notamment la partie qui interprète le prompt tend à avoir pris un peu de poids, mais évidemment au profit d'un certain nombre de confort de compréhension. Est-ce qu'au global, tu dirais que pour un exercice avec un résultat équivalent il y a quelques mois, les ressources se sont forcément alourdies pour tout le monde? Est-ce que ça s'est allégé? Ou est-ce que c'est difficile de répondre à cette question?
Pour la génération locale, j'entends. Pour la génération locale, ça a tendance à s'alourdir de manière claire. Ouais, ça donne Alors, on a des très bons résultats, très belle qualité, mais c'est plus lourd. Ouais, ça, okay. Ça, c'est clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que, dernier truc avant de passer aux modèles de nouvelle génération, pour ça que, justement, les modèles d'ancienne génération sont pas du tout complètement mettre à la ringardisés. poubelle, ok. C'est-à-dire que SDXL ou même SD 1.5, c'est des modèles qui, en tout cas pour les modèles fine-tunés que vous trouvez sur CVTI, il y en a qui sont très bons dans leur spécialité, souvent, et qui sont beaucoup, beaucoup moins demandeurs. Donc, si vous avez une petite config, vous pouvez toujours utiliser Stable Diffusion 1.5, et ben ça vous donnera des bonnes qualités avec une résolution qui sera inférieure, certainement, avec aussi des modèles qui seront plus spécialisés, sinon qui seront un peu moins, qui ont une moins grande qualité. Et SDXL, c'est pareil. SDXL, c'est le pas d'après, mais ça reste quelque chose c'est des trucs qui restent tout à fait utilisables et qui ne sont pas ringardisés totalement par les nouvelles générations parce que, effectivement, ils sont plus accessibles, clairement, que la nouvelle, que le nouveau. Alors, on va quand même parler de Stable Diffusion en version 3, et on en a déjà parlé d'ailleurs dans Tech Café. Oui, on en arrive à Stable Diffusion 3, la version Medium qui est sortie en juin, et qui est la cata que l'on sait. Si vous n'avez pas suivi, le modèle est sorti avec une licence qui était hyper restrictive et qui a fait que personne ne l'a utilisé. Et comme par ailleurs, il n'est pas capable de générer des corps humains non déformés, ça a manqué à personne en fait. Depuis, la licence a été mise à jour et vous pouvez l'utiliser sans souci. Bon, il est toujours aussi nul en anatomie, quand même, mais il est pas mauvais pour à peu près tout le reste. Donc on va quand même en parler parce qu'il sait faire de très beaux paysages, de très belles scènes aussi, de très beaux... tant qu'il n'y a pas d'humain, il sait faire de très beaux portraits, mais dès qu'il y a des corps humains, c'est vraiment qui tout double. Donc Stable Diffusion 3, il est supporté par les grandes interfaces, donc avec ComfyUI par exemple, il n'y a strictement rien à faire, c'est simple. Vous mettez à jour ComfyUI et puis roulez jeunesse. Cool. Il suffit de télécharger les checkpoints sur Hugging Face, vous allez sur la page de Stability AI, et c'est pénible parce qu'il faut s'enregistrer tout ça. Donc il y a eu des versions repostées, donc j'en mets une dans les notes de l'émission qui vous permettra de télécharger directement sans avoir à vous inscrire nulle part, et ce sera aussi bien. Alors, il y a techniquement 3 versions de Stable Diffusion Medium. Donc, il y a SD3 Medium tout court, avec clip et T5 XXL FP8, et avec des clips T5 XXL FP16. Alors Kezako, ce sont les différents modèles de langage en réalité. C'est-à-dire que ce sont les encodeurs de texte qui changent. D'accord. Et parce qu'ils sont fournis avec... La partie compréhension du prompt, finalement. C'est ça, c'est la partie compréhension du prompt. Donc, soit vous avez clip tout seul. Donc, clip tout seul, en fait, c'est un petit peu comme avant, c'est un petit peu comme avec SDXL. Et soit vous prenez T5, qui est donc un autre modèle de langage, et T5 XXL, comme son nom l'indique, il est beaucoup plus puissant, mais il est aussi beaucoup plus gros. Donc ça va dépendre un petit peu de la puissance que vous avez, évidemment. Donc, évidemment, FP8 c'est en 8 bits, FP16 c'est en 16 bits. Donc en fait, la version 16 bits, c'est celle qui est le top du top, celle qui est la plus précise. La version FP8, en général, est suffisante, tout simplement. Parce que le pack total en précision maximale, c'est presque 16 gigaoctets, parce que là vous avez des sueurs, parce qu'il va falloir que les modèles rentrent tous intégralement dans votre mémoire vidéo, sinon vous aurez des performances catastrophiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce gros fichier-là, comme on en a parlé, en fait il est en 3 parties. Et que ces 3 parties ne sont pas toutes nécessaires au même moment. Elles ne sont pas utilisées au même moment. Et ça c'est très bien, parce que donc vous pouvez swapper quoi. Le modèle de langage est utilisé au début, il encode le prompt, et ensuite on peut le virer la mémoire, et charger le modèle qui fait la diffusion. Ok, on peut libérer au fur et à mesure la partie de la mémoire qui est occupée par le... Okay. Et à la fin, on n'a besoin que du VAE. Donc si on a besoin du VAE et qu'il ne rentre pas, on vire le reste, on prend le VAE et c'est bon. Donc on peut utiliser les deux, les 3 indépendamment. Et de toute façon, le VAE est minuscule en comparaison des 2 autres, donc c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, les 2 gros, maintenant ce qui est devenu les 2 gros, c'est-à-dire le modèle de langage et le diffuseur, c'est des choses qu'on peut utiliser à tour de rôle. Et ça, c'est très utile. Donc ComfyUI et Forge vont donc jongler si besoin avec les modèles. Donc ça fera un peu de latence, mais au moins ça va marcher. Le diffuseur, le modèle qui doit absolument rester en mémoire parce que c'est lui qui fait le gros du boulot, il fait moins de 5 gigaoctets, donc ça veut dire que si vous avez une carte avec 6 gigaoctets, c'est limite, mais ça peut passer. Par ailleurs, T5 XXL, il est très gros, mais vous pouvez vous contenter largement de la version 8 bits. Et puis, si vraiment vous pouvez pas, vous pouvez vous contenter de la version avec seulement clip, et puis ça marchera aussi, vous aurez quand même une bonne qualité, mais une adhérence au prompt qui sera un peu moins bonne. Donc, en gros, on tombe à un peu moins de 11 gigaoctets pour l'ensemble, si vous optez quand même pour le T5 XXL en 8 bits, et donc ça passe sans problème et sans lag sur une carte RTX 2060 à 2 Go, qui est en l'occurrence ma carte graphique, qui est une carte un peu moyenne de gamme, et qui est donc représentative d'un truc un peu mainstream, parce qu'il faut... Une RTX 2060 12 Go, c'est
clairement, c'est pas cher aujourd'hui. Hein. Si vous voulez en acheter une, ça doit être 150 balles sur le Bon Coin, en d'occasion. Donc voilà, c'est vraiment une carte accessible, je dirais, même si, voilà, qui a pas mal de RAM, mais qui est très accessible, on va dire. Donc si vous n'avez pas autant, vous devrez vous contenter de la version clip, tout simplement, qui fait donc du coup moins de 6 Go. Donc l'un dans l'autre, Stable Diffusion 3 reste plutôt accessible et plutôt rapide. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Il est plus rapide que SDXL. Mais il a une bonne qualité de rendu aussi, et une très bonne adhérence au prompt, surtout avec la 5XXL. Après, il est à fuir si vous devez représenter des humains, en gros. Autre chose que des portraits. Hein. Voilà, il est à fuir complètement. Il comprend pas et il n'arrive pas à faire le bon résultat. Ça, on va pas revenir dessus. On met de côté peut-être Stable Diffusion et peut-être qu'on en arrive à Flux, c'est ça Guillaume? Oui, on va parler de la star du jour qui est Flux, bien entendu, et qui reprend la même architecture finalement que Stable Diffusion 3, à peu de choses près, mais qui lui est très à l'aise avec à peu près tout. Il est très à l'aise avec l'anatomie, voilà, et même beaucoup plus que SDXL. Il donne un rendu qui est globalement un bon cran au-dessus, dans à peu près tous les domaines, et même dans le domaine de l'animation d'ailleurs, hein, dans le domaine cartoon, à peu près partout. Alors, Flux ne fait pas de nudité, hein, il fait pas de nudité. Le Flux, là je parle vraiment du modèle de base qui a été donné par Black Forest, le modèle de base. Et donc de base, Flux ne fait pas de nudité. Il n'est pas totalement contre un peu d'érotisme. En fait, Flux, pour un modèle de base comme ça, non fine-tuné par la communauté pour être vraiment coquinou, hein, il est plutôt relax. Il n'est pas super censuré, ce qui le rend aussi très versatile. Et alors, Flux est donc très bien, et il existe en 3 versions. Il y en a une qui est commerciale, qui donc ne m'intéresse pas ici. Il y en a une qui est librement téléchargeable et utilisable à but non lucratif, c'est Flux Dev. Et une qui est librement utilisable et qui est un Apache 2, et que vous pourrez donc utiliser comme vous voulez, même commercialement, et c'est Flux Schnell. Alors Flux Schnell est aussi, comme son nom l'indique en allemand, optimisé pour converger vite. Flux Dev, il converge en 20 itérations, et Flux Schnell converge en 4 itérations. Alors, Flux Schnell, c'est pas la peine d'aller au-dessus de 5-6, c'est vraiment pas la peine. Okay. Par contre, il sacrifie un petit peu de qualité. Enfin, même avec Flux Schnell, il trouve le moyen de dominer tous les prédécesseurs facilement, quoi. Donc Flux Schnell est une bonne option si vous voulez un truc assez rapidement quand même. Flux est très bon, mais c'est pas magique, hein, il est très gros. Le transformer, celui qui fait la diffusion, il fait 12 milliards de paramètres, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on avait avant, c'est absolument énorme. Et en plus, comme si ça suffisait pas, il y a 2 encodeurs de texte, un tout petit, et un de 9 gigaoctets, qui est le fameux T5XXL encore une fois. Donc au total, ça fait 32 gigaoctets de modèles, ce qui est donc énorme. Et même si on les utilise les uns après les autres, il faut quand même 24 gigaoctets de mémoire, de RAM vidéo, hein, rien que pour le transformer. Donc vous voyez arriver le problème. Virtuellement, personne n'a le matos dans le grand public pour faire tourner le monstre. Donc la problématique de Flux, ça va être celle de diviser et de compresser le mastodonte pour le faire rentrer sur des pauvres petites cartes de gamer moyens qui n'ont rien demandé, quoi. Okay. Donc ces tailles sont celles des modèles avec des points de précision 16 bits, et vous commencez à avoir l'habitude, hein. Quand les modèles sont trop gros, on essaye de les compresser en baissant la précision des points. Et donc là, il y a 2 grandes manières de le faire, avec 2 formats de compression, en gros, hein, qui sont les plus répandus, on va dire, c'est Bits and Bytes et GGUF. Et oui, c'est le même GGUF qu'on utilise pour les modèles de langage, qui est devenu au fil des mois d'ailleurs un format alternatif pour le deep learning et qui est devenu complètement utilisable partout. Alors j'ai pu faire tourner Flux dans les 2 formats avec ComfyUI et je considère que c'est la meilleure option. Non pas à cause de mon obsession pour les interfaces imbitables avec des spaghettis partout, mais simplement parce que c'est les meilleures performances en termes de vitesse et d'occupation mémoire que j'ai eues. J'ai utilisé Forge aussi avec Bits and Bytes en 4 bits, mais c'était 2 fois moins rapide. Je n'ai même pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. Donc je vais commencer par ce qui a bien marché pour moi et qui a marché bien et vite, c'est-à-dire ComfyUI Again. Alors le workflow pour les points 8 bits est donc carrément dans les exemples sur le site de ComfyUI, donc vous pouvez aller le chercher donc dans les liens, dans les notes de l'émission. Et en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est aujourd'hui, c'est simple, vous téléchargez le checkpoint, le pack complet en fait, qui est en 8 bits. Alors vous avez les notes, donc dans les notes de l'émission, vous avez les liens pour FluxDev et FluxSchnell, si vous allez chercher ça donc dans Hugging Face, dans l'espace Hugging Face de ComfyUI, de l'organisation ComfyUI, et vous pourrez télécharger directement les versions FP8. Ça tient en quand 8 bits, fichtrement accessible au niveau du paramétrage et de l'installation quand même à ce stade. En fait là, oui, parce que vous allez vraiment utiliser ComfyUI exactement comme j'ai décrit que vous l'utiliseriez dans les autres épisodes. Il n'y a rien de changé. C'est tout pré-réglé. Ouais. Tout est utilisable en 8 bits. Alors le workflow en 8 bits ressemble donc à un workflow tout à fait standard. On charge le checkpoint, alors attention, hein, ça fait 17 gigas quand même, hein, le checkpoint fait 17 gigas et le transformer fait 12 gigas, à lui tout seul. Alors donc on charge le checkpoint qui contient le clip, le VAE et le transformer, mais
ComfyUI sait se démerder pour jongler entre les trucs et ne pas prendre plus de 12 gigaoctets de trucs. Alors, c'est un petit peu moins de 12 gigas, mais ça fait quand même gros, ça fait quand même très lourd. Donc en fait, le workflow, ça va être le même, hein, c'est-à-dire vous chargez le modèle, vous chargez le checkpoint, et après, vous avez vos fenêtres de texte pour que vous avec le clip que vous connectez exactement comme avant. Quand vous connectez le modèle au K-Sampler, vous avez votre preview exactement comme avant. Ça, c'est vraiment, encore une fois, hein, je pourrais, mais je pense que ce serait vraiment trop long de réexpliquer totalement comment fonctionne ComfyUI. C'est pas l'objet. Je pense que c'était plus l'objet. C'est pour ça que je disais que c'est plus un patch, voilà, exactement. Mais voilà, c'est à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qui change, par contre, par rapport au truc? C'est que le réglage de la CFG, doit être mis à 1. Donc, la CFG, normalement, c'est à quel point le sampler va coller au prompt, va essayer de coller au prompt. C'est un peu différent avec Flux. D'une part, Flux ne supporte pas les prompts négatifs, donc c'est pas la peine de quoi que ce soit un prompt négatif. Il n'y a que les prompts positifs qui fonctionnent. Et en fait, vous ne le réglez pas par la CFG, vous le réglez par un autre réglage qui s'appelle le Flux Guidance, qui est un nouveau node. Donc vous rajoutez un node dans votre workflow qui s'appelle la Flux Guidance, et c'est ça en fait qui va régler l'influence du prompt. Alors, si tout ça c'est du chinois pour vous, rassurez-vous, dans les exemples de ComfyUI sur le site de ComfyUI, avec le lien aussi dans les notes de l'émission, vous téléchargez le workflow tout prêt. Donc, quand vous aurez le workflow tout près sous les yeux, et que vous mettrez votre checkpoint dans les modèles, dans le modèle checkpoint sous ComfyUI, que vous ferez un refresh, que vous pourrez choisir votre modèle, vous pourrez en fait l'utiliser directement. Et puis c'est tout. Il y a pas, voilà, le Flux Guidance sera déjà dans le workflow qui est préenregistré. Et mis à part ça, c'est-à-dire mis à part le CFG et le Flux Guidance qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait avant, il n'y a pas grand-chose de différent en fait. Hein. Vous mettez les itérations à 4 si vous utilisez Flux Schnell, à 20 si vous utilisez Flux Dev. Vous pouvez garder les samplers qui vous sont donnés par défaut, c'est-à-dire Euler et le scheduler simple, ça donne de très bons résultats. En fait, vous pouvez changer. Il y a d'autres samplers qui marchent très bien. DPM2 marche bien, UniPC marche bien. Keras ne marche pas, par contre. Bon, pour une raison qui ne m'est pas claire, mais globalement, ça change pas grand-chose. Et donc, Euler est rapide en plus. Donc, je vous conseille de commencer par Euler simple, ça sera très bien. Et donc, sur ma carte, qui est une RTX 2060 avec 12 Go de RAM, la version FE8 passe tout juste avec un diffuseur qui fait donc quasiment cette taille. Alors, c'est relativement long. Ça fait 6 secondes par itération, et j'ai quasi pas de marge de manœuvre. Alors, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour la taille de l'image. La taille de l'image, c'est 1024 par 1024 en nominal pour Flux, mais vous pouvez aller en 1440 par 960 sans problème, ça fonctionne très bien. Et donc, malgré ça, malgré que c'est vraiment ras du slip, ça passe, ça marche. Et avec Schnell, comme j'ai que 4 itérations, 6 secondes par itération, écoute, ça passe pas trop mal, donc voilà. C'est complètement utilisable quand même, hein, pour des tests complètement en local, utilisable, c'est quand même remarquable. avec 12 Go de VRAM minimum. Et oui, ça, bien sûr. tout le monde ne l'a pas. Si vous avez 16 Go, évidemment, vous êtes un petit peu plus à l'aise, mais voilà. Alors, le truc, il faut aussi mentionner qu'on est en train de jongler avec des modèles qui vont passer donc de la mémoire vidéo à la mémoire centrale, ce qui veut dire que vous devez avoir aussi beaucoup de mémoire centrale. Parce que Comfy va consommer à lui tout seul au bas mot 20 gigaoctets de mémoire centrale. Donc, aux 12 gigaoctets de mémoire vidéo strict minimum, vous allez devoir ajouter 20 gigaoctets de RAM. Donc, en gros, voilà, vous avez une machine avec 24 ou 32 gigas de RAM minimum, quoi, pour pouvoir utiliser ce workflow-là. Donc, la qualité maximale qu'on peut s'autoriser avec une configuration comme la mienne, c'est FluxDev avec 20 itérations de 6 secondes plus le décodage, ce qui fait à peu près 2 minutes par image. Pour une carte qui est loin d'être une carte super puissante, ou loin d'être une carte... Voilà, 2060, c'est presque vieux maintenant. Hein, donc c'est quand même très faisable. C'est un peu long, évidemment, quand on est habitué à SDXL ou à SD, mais bon, voilà. Et après, évidemment, c'est très juste pour ce qui est des contrôles nets et des LoRa, parce que les LoRa arrivent aussi. Hein, ça, c'est vrai, quand vous mettez un LoRa, c'est mort, hein, vous allez déborder. Alors, quand vous débordez, ce qui se passe, c'est simple, c'est que vous avez un morceau du modèle qui passe en mémoire centrale, et si ça dépasse beaucoup, ça va défoncer vos performances, tout simplement. Mais ça fonctionnera quand même. Mais ça va vraiment défoncer les performances. Donc les LoRa arrivent, hein. J'ai utilisé un LoRa qui fait un demi-giga, là j'ai essayé un truc, ça a fait très légèrement déborder déjà, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs, quoi. Alors évidemment, si vous avez moins de 2 gigas de RAM, les auditeurs qui sont moins de 2 gigas de RAM, ils font la tronche, hein. Je comprends très bien, et le truc, c'est que, heureusement, pas de panique, il y a d'autres possibilités, parce qu'il y a aussi d'autres versions, il y a des versions qui sont encore plus compressées que ça, il y en a qui sont compressées en 4 bits.
voire un peu moins, voire un peu plus, donc là c'est carrément la fête. Alors vous avez On deux va y voies perdre pour quelque passer... part quand même là-dessus. Oui, mais pas tant que ça en fait, hein, Ah, très ok. honnêtement. Le truc c'est que pour passer en dessous de 8 bits, vous avez deux voies. La voie Bits and Bytes et la voie GGUF. Pour moi, le plus rapide, c'est Bits and Bytes, et le plus flexible et le meilleur rapport précision-compression, c'est GGUF. Alors, pour ceux qui sont allergiques à ComfyUI, je comprends, il y a Forge. Alors, Forge WebUI, en fait, c'est un fork de Automatic 11.11, donc c'est Stable Diffusion WebUI, quoi, globalement, c'est vraiment à peu près la même présentation, mais il y a des fonctions plus avancées, et a priori, il y a plus de nouveautés avant tout le monde, un petit peu comme ComfyUI, qui, lui, a les nouveautés avant tout le monde, on va dire. Forge est d'ailleurs a priori capable de faire directement de la diffusion en 4 et 8 bits, et donc c'est d'un abord plus simple. Donc, alors vous pouvez utiliser Forge. Alors Forge WebUI, c'est la version Turbo GTI, mais ça reste dans l'âme Automatic 11.11, donc vous aurez, donc je rappelle, c'est une interface pour navigateur. Donc quand vous lancez Automatic ou Forge, ce que vous voulez, vous lancez en fait un serveur web sur votre propre machine, et vous l'utilisez en connectant donc vous connectant sur votre navigateur à votre localhost, ou ailleurs, hein, si vous l'avez sur une autre machine, évidemment, bon, voilà, donc l'adresse de votre machine qui a le serveur, donc en général localhost, et vous vous connectez sur le port qui est dédié, qui est le port 7860. Alors, l'installer ne pose pas de souci particulier. Vous allez le lien, comme d'habitude, le lien dans les notes, hein, vous avez Stable Diffusion WebUI Forge. Vous avez un installateur qui va télécharger sa propre usine à gaz personnelle, mais tout est portable et ça sera dans son dossier tout tranquille. Donc ce sera bordélique, mais vous verrez rien de particulier. Tout est dit sur le site, bien entendu, tout est expliqué sur le site aussi. Comment... C'est comme quand mon fils range sa chambre, tu vois, il fout tout son bordel dans le placard, il ferme le placard, tu vois pas, mais c'est le bordel derrière. Mais c'est de la ça s'appelle de la containerisation. Ah, c'est beau, putain, j'adore. Donc l'interface est au moins au début très simple. Okay. Vous avez prompt négatif, le bouton générer, voilà, vous avez juste à placer vos fichiers dans Models Stable Diffusion, c'est pas bien sorcier. Les mêmes fichiers passent sous Forge et ComfyUI, donc si vous avez le fichier FP8 dont on a parlé tout à l'heure, ça passe aussi exactement pareil sous Forge, hein. Ça marchera pareil. Et là, il faut que je mentionne chez moi, en 8 bits, ça passe pas dans le sens où ça déborde. C'est-à-dire que ça déborde pas avec ComfyUI, mais ça déborde avec Forge, et du coup, c'est 20 fois plus long. Enfin, moi, en 8 bits, avec Forge, je suis pas arrivé à avoir un truc raisonnable, enfin des temps de rendu raisonnable avec ma machine. Peut-être j'ai fait une erreur, peut-être faut juste une machine plus puissante, mais moi je considère que c'est pas viable pour moi. Mais bon, le fan news du jour, apparence de vieux, heureusement qu'il y a fan news, c'est la version 4 bits de Flux, que vous pouvez télécharger, là encore via le lien dans les notes, hein, sur l'espace Hugging Face de l'IA Viciel, qui s'appelle en fait Limin Chang de son prénom, qui est chercheur et développeur, hein, qui est très important dans la communauté. Et donc il y a deux versions donc, de dev en 4 bits, il y a la version Schnell et la version dev, hein, pareil, c'est les versions Bits and Bytes, donc ça s'appelle le Flux 1 dev ou Schnell, NF4, donc c'est le format de fichier 4 bits, et BNB pour Bits and Bytes. Donc vous mettez ça dans le dossier Model Stable Diffusions de Forge. Voilà, il n'y a pas de dossier Flux spécial, donc c'est pour ça tout dans le dossier Model Stable Diffusion. Et ensuite, dans l'interface Forge, vous sélectionnez le modèle, vous laissez le type sur Auto, il vaut mieux le laisser décider. Vous mettez Flux à gauche dans le mode d'interface, donc ce sera un mode d'interface Flux, et ça marche tout seul. Chez moi, ça marche, effectivement, mais c'est assez long. C'est plus long que chez Comfy, c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour Comfy, parce que voilà, c'est quand même t'obtiens des meilleurs résultats, enfin avec des meilleures performances, en fait. Voilà, moi j'ai des meilleures performances sur Comfy que sous Forge, mais c'est vrai que Forge est d'un abord plus simple, clairement, ça c'est sûr. Alors évidemment, vous pouvez aussi utiliser le NF4 sous Comfy, mais c'est un tout petit peu moins simple pour le moment. Alors peut-être que ça va changer avec les prochaines versions de Comfy, donc peut-être qu'à l'époque, enfin qu'au moment où vous écouterez ça, ce sera plus la peine de faire ça. Mais pour l'instant, ComfyUI c'est utiliser d'office le 8 bits, donc le 8 bits par poids, mais pas le 4 bits. Donc il va falloir installer d'une part la librairie Bits and Bytes dans votre installation ComfyUI, et ensuite installer un nœud custom, un custom node, pour l'utiliser. Alors il y a un court tuto là-dessus sur le site d'OpenArt, que vous retrouvez dans les notes de l'émission aussi. Donc vous devez installer Bits and Bytes via une commande qui sera très familière à tous ceux qui connaissent Python, bien entendu, c'est pip install bits and bytes, donc c'est très simple. Bits and bytes en un mot, hein. Mais attention, c'est sous-entendu que c'est dans votre installation ComfyUI. Et ça, c'est pas très bien expliqué, il me semble, sur OpenArt, donc ça veut dire que c'est dans votre dossier Python embed. Parce que ComfyUI utilise son propre Python, même si vous n'avez pas de Python installé d'ailleurs, il utilise son propre Python, qui est dans le dossier
Python Embed, donc Python Embedded évidemment, et donc c'est ce Python-là qui va, c'est dans cette installation de Python-là qu'il va falloir installer Bits and Bytes. Ce qui veut dire qu'il va falloir aller dans votre dossier Python Embed, et après il va falloir exécuter une commande qui est python-s-m pip install Bits and Bytes. Okay. Parce que c'est le Python du dossier qui doit installer, qui doit appeler le pip, qui doit installer le pip, enfin qui doit utiliser le pip pour installer le Bits and Bytes. Okay. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez installé, alors peut-être que ce ne sera pas nécessaire de faire ça à l'avenir, mais pour l'instant, moi j'ai dû le faire, voilà, je vous le dis. En tous les cas, une fois que vous avez fait ça, vous avez la bibliothèque, en gros, pour utiliser le 4 bits, mais vous n'avez toujours pas le node à l'intérieur de ComfyUI qui va vous permettre de le faire. Donc il va falloir l'installer. Et alors c'est un node qui est en fait un node qui va globalement, probablement être inclus dans la truc bientôt, mais bon, pour l'instant vous le trouvez sur GitHub, sur le GitHub de Comfy Anonymous. Donc, vous avez le lien dans les notes de l'émission, vous pouvez l'installer soit avec Git, si vous avez votre Git, vous l'installez dans les custom nodes en ligne de commande avec votre Git, avec l'URL sur GitHub, soit dans l'interface, si vous avez un Custom Node Manager. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, je conseille d'installer Custom Node Manager sur ComfyUI parce que c'est quand même bien pratique, il faut le dire, ça installe tout seul un certain nombre de trucs. Et ça installe aussi des nœuds qu'il ne connaît pas, mais qui sont sur GitHub. Donc ça vous permet de le faire directement via l'interface. Donc vous pouvez installer votre nœud qui s'appelle tout bêtement ComfyUI Bits and Bytes NF4, voilà, donc pour utiliser effectivement NF4. Donc vous redémarrez tout le bordel, une fois que vous avez fait ça, il faut tout redémarrer, et vous devriez avoir disponible un nouveau nœud qui s'appelle Checkpoint Loader NF4, qui, comme son nom l'indique, charge les checkpoints en NF4, en 4 bits. Okay. Et donc, effectivement, ce que vous va faire, c'est qu'il va charger ce gros fichier qu'on a décrit plus tôt, le fameux BNB NF4 machin, là. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir le charger et après l'utiliser très exactement comme avant. Parce que pour le coup, là, vous allez l'utiliser exactement pareil que le 8 bits. Donc, vous allez avoir le même workflow avec CFG1, avec le node Flux Guidance, et après, tout le reste, c'est exactement pareil que d'habitude. Et vous allez avoir un modèle qui prend 2 fois moins de place et qui tourne aussi 2 fois plus vite. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, il y a des petites concessions sur la qualité, mais franchement, ça reste très bien. Et si je faisais un test en double aveugle, moi, je suis pas sûr de détecter les 4 bits et les 8 bits. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est non, franchement, 4 bits, 8 bits, c'est pas clair. Fluxnel en 4 bits me rend une image en une vingtaine de secondes, et la qualité est vraiment pas mal. Vous aurez un peu mieux avec Dev. Alors, vous aurez sans doute un peu mieux avec Dev 8 bits, et probablement peut-être encore mieux avec Dev 16 bits, mais franchement, les concessions sont pas super dramatiques. Donc prenez le modèle que vous pouvez faire tourner, et puis bon, amusez-vous avec. Ça changera pas trop votre expérience de découverte et de compréhension de comment ça tourne, et finalement les résultats seront... Je pense pas. Dernier petit truc avant que j'oublie, d'après mes tests, pour l'instant, les LoRa pour Flux, donc il y en a un, fonctionnent avec les modèles 8 bits, mais pas avec les modèles 4 bits pour le moment. Donc voilà, désolé, donc ça c'est à savoir pour le moment. Pour moi, ComfyUI en 4 bits, c'est de loin la manière la plus rapide de fonctionner avec un F4. Après, donc maintenant, je vais mentionner donc la méthode GGUF, que je vais mentionner même si elle est un peu plus compliquée, parce qu'elle permet une flexibilité dont certains auditeurs pourraient avoir besoin. Voilà. Donc l'option GGUF, qui est une autre voie, un autre format de fichier. Alors l'option GGUF, on a parlé de compression en 8 et 4 bits par poids, mais pour l'instant, on n'a pas donné d'autres possibilités. On n'a pas de 5 bits, de 6 bits ou de 3 bits. Or, à chaque fois, on a une concession différente, c'est-à-dire on a un rapport qualité-taille un petit peu différent. Donc par exemple, le diffuseur 16 bits fait 24 Go. Donc la version 4 bits, elle fait dans les 7 Go. La version 5 bits, qui est un petit peu meilleure, elle fait dans les 8,5. Et puis à l'inverse, la version 3 bits, elle fait dans les 5. 5 gigaoctets. Mais elle dégrade un petit peu plus. Donc vous voyez l'idée. Vous avez une granularité qui est beaucoup plus fine dans le rapport qualité-taille que vous pouvez vous permettre ou que vous avez envie d'utiliser. Et je pense que ça peut être utile à certains, donc c'est pour ça que je vais parler de GGUF, même si c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, un petit peu plus. Et j'attends avec impatience la référence aux notes de l'épisode. Très bien, alors GGUF du coup. Oui, alors GGUF, effectivement, oui, parce que GGUF, ça veut dire quoi, GG? Ça veut dire Grégory Gerganov, parce que c'est le nom du mec, en fait, qui... C'est tellement gratuit ce que t'as écrit. Désolé. Et oui, le petit Grégory, enfin pas encore, oui, désolé. Donc,
Désolé, non, je m'excuse peu. Mais je sors pas parce que sinon après, ça prendra plus de temps. Allez, tu peux sortir virtuellement et rentrer tout de suite, ça se verra pas. Ok. Donc il existe un custom node pour ComfyUI qui permet d'une compatibilité de GGUF et qui permet surtout de rajouter l'option de charger des unets. Alors c'est un abus de langage en fait qui vient des versions de Stable Diffusion, mais en fait ça charge les diffuseurs tout simplement, qui soient au format GGUF. Donc il faut installer ce custom node, alors il est dans les notes de l'émission. Donc, les instructions d'installation sont sur le site aussi, donc c'est encore sur GitHub. C'est ComfyUI GGUF tout simplement. Vous allez voir ça. Vous allez installer ce custom node, comme d'habitude avec Git ou via l'interface, comme vous voulez. Ensuite, vous allez chercher les fichiers de Flux en format GGUF. Donc, il y a les liens, par contre, pour le coup, aussi sur le GitHub. Donc, ça, c'est facile à les trouver, et probablement aussi dans les notes. Donc, vous allez prendre votre dev ou votre chenel dans la taille qui vous convient le mieux, avec le nombre de bits que vous voulez. Voilà, sachant qu'évidemment, au moins il y a de bits, au plus c'est petit, au plus c'est rapide, mais au moins il y a de qualité. Bon, après, c'est à vous évidemment de voir ce dont vous avez besoin. L'utilisation est un petit peu moins simple qu'avant, parce que avant, vous utilisiez des versions qui étaient tout empaquetées de Flux. Pour la modique somme de 17 gigaoctets, vous avez tout inclus. Pension complète. Là, c'est pas pareil. Le GGUF que vous venez télécharger, c'est seulement le diffuseur. Donc ça veut dire que vous avez qu'un tiers en fait de votre générateur. Il vous manque le VAE et il vous manque le modèle de langage aussi. Alors dans ce cas, ComfyUI fait son ComfyUI, et donc il demande de comprendre un minimum ce qu'on fait, et en fait il demande juste explicitement de charger les 3 morceaux indépendamment, et sous les formats qu'on veut. Donc Flux utilise 2 modèles de langage en réalité. Il utilise simultanément Clip et T5 XXL, et donc vous avez des liens de téléchargement dans les notes pour les versions 16 et 8 bits, donc de T5 et de Clip. Personnellement, je conseille fortement la version 8 bits, parce que ça suffit largement, c'est moins de 5 gigaoctets. Bon, Clip, il est tout petit, donc voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter. Mais T5 XXL 16 bits, je pense que c'est inutile, en fait, de prendre un truc aussi gros que ça. Après, il y a le VAE. Bon, le VAE, vous avez encore le lien dans les notes, de toute façon, il est tout petit, donc vous prenez le seul qu'il y a, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va placer les fichiers qu'on vient de télécharger, donc il y a le VAE, que vous placez dans Models VAE, le Clip et le T5 que vous passez dans Models Clip, et enfin le GGUF que vous placez dans Models Unet. Et puis dans la grande tradition de Confi, il va falloir charger chacun des bouts. Donc vous avez un node qui passe, load VAI, voilà, vous allez charger le VAE. Un autre qui est nouveau pour le coup, qui s'appelle Dual Clip Loader. Vous allez sélectionner donc, alors Dual Clip, ça veut dire qu'en fait il y a 2 modèles de langage, donc vous allez prendre Clip L en premier et T5 XXL, celui que vous avez choisi, en deuxième. Et vous n'oubliez pas de mettre type Flux, parce qu'en réalité, le Dual Clip, il fonctionne aussi pour Stable Diffusion 3. Donc ensuite, on finit par un Unet Loader, qui donc charge pas un Unet, mais bon, on s'en fout, c'est parce que voilà, c'est un diffuseur. Donc Unet Loader, vous choisissez le GGUF, Unet Loader GGUF, vous choisissez le modèle GGUF que vous avez téléchargé, donc en 2, 3, 4, 5 bits, ce que vous voulez, et votre modèle, votre modèle préféré. Et après, pour le coup, c'est pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après, évidemment, le VAE, vous allez le connecter pour que ça puisse être décodé, donc par le VAE décodeur. Le modèle, vous allez le mettre sur le sampler, et ensuite, évidemment, le dual clip, vous allez le connecter aux boîtes de texte qui contiendront vos prompts, tout simplement. Et donc après, c'est à peu près la même chose. Donc la logique est exactement la même, c'est juste que vous avez chargé le générateur en 3 modèles. C'est-à-dire vous avez explicitement, au lieu de le faire implicitement, avec la version impactée, et puis c'est tout, et sinon il n'y a pas de différence. Donc, après, évidemment, vous aurez un temps de rendu qui sera plus ou moins long, avec une qualité qui sera plus ou moins bonne selon le GGUF, et ce sera à peu près exactement pareil. Schnell, 4 étapes, Dev, 20 étapes, etc. Et après, c'est exactement la même chose. Donc, je sais que ça peut paraître un petit peu chiant, tous ces détails, mais je suis obligé d'être chiant. C'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours quand je suis chiant, d'ailleurs. Je suis obligé d'être chiant. Parce que la problématique avec Flux, c'est sa taille et son accessibilité. Si tout le monde avait 32 Go de RAM, rassurez-vous que je ne serais pas entré dans les tailles comme ça, je m'en foutrais, tu vois. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas 32, 24 Go de RAM, bien entendu, et moi le premier. Et donc, c'est pour ça que la problématique, là, c'est vraiment de trouver le modèle qui sera compressé de la meilleure manière et qui vous conviendra le mieux, tout simplement. Et je pense que c'est une problématique qui concernera sans doute aussi les modèles à venir, parce que la nouvelle génération de modèles, comme on disait tout à l'heure, elle est relativement lourde en réalité. Ça va pas s'alléger, loin de là. Donc ça, c'était pour Flux. Et puis, Auraflow, du coup, ce sera ton troisième candidat. Oui, on peut conclure ce patch génération d'images avec un outsider,
qui s'appelle Auraflow, qui est fait par Fal.ai, je crois. Alors, Auraflow, globalement, il révolutionne pas grand-chose parce qu'il est très proche de Stable Diffusion 3 aussi, en termes d'architecture, de structure interne. C'est un modèle qui est open source et qui pourrait devenir aussi une base pour pas mal de modèles. Je crois qu'il y a Pony Diffusion, par exemple, qui est une famille de modèles très appréciée. Coquinoute, je crois, Pony Diffusion, c'est plutôt... mais qui donne des rendus de très bonne qualité à partir de SDXL et qui pourrait passer à Auraflow. Donc, même architecture que SD3, et ce qui est cool, il ne nécessite pas d'acrobatie particulière pour fonctionner avec ComfyUI. Okay. La dernière version 0.3 donne des résultats qui sont vraiment pas mal, quoique la version 0.2 respecte mieux le prompt, mais bon. Donc on doit Auraflow à l'équipe de Simo et Fal.ai. Donc sur Fal.ai, vous pouvez le tester d'ailleurs, ainsi que Flux et bien d'autres. Donc voilà, il y a le lien. Donc c'est fal.ai. Vous pouvez tester plein de trucs. Voilà, faites-vous plaisir en ligne aussi. Le lien dans les notes vous donne le choix. Si vous voulez télécharger Auraflow, dans le doute, prenez le plus petit. Parce que la différence, c'est que le plus gros a un encodeur texte 16 bits et l'autre un texte 8 bits. Et pour un encodeur de texte, d'expérience, ça change pas grand-chose en réalité. Donc Auraflow est moins gros que Flux, il faut 16 gigaoctets en pleine largeur, donc moins que Flux. Et en 8 bits, il faut moins de 10 gigaoctets, ce qui veut dire que ça le rend quand même relativement accessible. Donc vous avez, alors à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait des Auraflow 4 bits pour l'instant, comme il est un peu plus petit, donc à tester. C'est pas un modèle particulièrement rapide, c'est-à-dire qu'il converge pas en 4 étapes comme Flux Channel, il faut plutôt dans les 20-30. La CFG doit être... pas très élevé, mais pas aussi basse que pour Flux. Donc, plutôt vers les 3.5, les 3.5 de CFG, 7, c'est trop, d'après ce que j'ai constaté. C'est un modèle qui comprend les prompts négatifs, alors que Flux ne les comprend pas, par contre. Donc, vous pouvez pas prompt négatif et positif, ça fonctionne avec Auraflow. Et tout marche pour le sampler. UniPC donne de bons résultats avec un scheduler standard, normal, c'est très bien, par exemple, et ça me permettra d'avoir des images qui sont d'une qualité très correcte, mais honnêtement, c'est pas Flux. On est beaucoup plus proche de SDXL que de Flux. Donc c'est une alternative intéressante, d'autant qu'elle est ouverte quand même, donc c'est pour ça que je mentionne, parce que c'est quand même une très bonne initiative, mais au niveau qualité brutale, je dirais que ça atteint pas Flux. Ok, écoute, j'ai l'impression qu'on a été plutôt bien mis à jour, on a compris ta reco en tout cas de ce vers quoi il faut s'orienter. En même temps, on te l'avait demandé, donc tu as donné la réponse. Ça, c'était pour la génération d'images. Et alors, du coup, on va pouvoir enchaîner sur la génération de texte. Le constat, c'est quoi ? C'est peut-être que ça va un peu moins vite sur la génération de texte, Guillaume, que pour les images maintenant ? Pas du tout. Non. Moi, personnellement, je trouve que ça continue à aller très, très vite. En réalité, c'est vrai que puisqu'on y est, on va se pencher un petit peu sur les nouvelles, les petits nouveaux, des modèles de langage locaux. En tout cas, des modèles de langage open weight, sinon open source. Et il va falloir mettre à jour pratiquement tous les modèles parce que finalement, par rapport à ce qu'on a recommandé la dernière fois, il y a beaucoup mieux qui est sorti depuis pour à peu près tout et à peu près toutes les tailles. Parce qu'en gros, tout le monde a sorti les nouveautés. Donc on va parler ici principalement quand même des 4 fantastiques. Meta, Microsoft, Mistral et Google. Je vais laisser volontairement de côté les modèles chinois. Donc c'est-à-dire en gros les mini CPM, les Qwen, les Yi, etc. Pour une raison simple, c'est qu'ils parlent en général anglais et chinois. Et je préfère me concentrer sur des valeurs sûres et des modèles qui parlent les langues européennes. Et donc, c'est plutôt le cas de ceux que j'ai cités. Okay. D'ailleurs, les grandes nouveautés, on va dire les nouveautés qui sont très récentes, qui datent de cet été, c'est les modèles 3.1 de Meta, donc les Llama 3.1, donc 8B, 70B, qui sont meilleurs en langue non anglaise aussi que les versions de 3. Les versions de 3 étaient vraiment pas très bonnes, et donc là, c'est quand même un bon truc, enfin, surtout pour nous, Européens, je veux dire. Donc elles valent le coup. Chez Mistral, c'est une habitude. Chez Mistral, on maîtrise les langues européennes aussi. Et donc c'est vrai que Mistral Nemo 12B est très recommandable. Lui aussi sorti cet été, le nouveau Mistral. Donc de taille plutôt petite. Et c'est Google qui frappe très fort et qui rattrape très largement ses petits camarades avec ces modèles Gemma 2 qui sont très très bons pour leur taille et qui sont en plus très variés puisqu'on a du 2B, du 9B, du 27B. Alors B c'est donc milliards de paramètres, donc c'est des modèles qui sont de plus en plus gros, et ça veut dire qu'on a un spectre très large, puisque le petit est très accessible sur téléphone, on va en parler très vite, c'est la nouveauté de cet épisode peut-être, c'est faites tourner un LLM sur votre mobile. C'est possible, ça marche même assez bien. Alors, dans la même veine, Microsoft met à jour ses modèles Phi en Phi 3.5, avec des cas d'usage très intéressants. Ils sont toujours très bons dans le genre petit format, ils sont meilleurs en multilingue, eux aussi. Alors un modèle mini, leur modèle MIDI à eux, c'est 3,8 milliards de paramètres, et c'est parmi les meilleurs de ce gabarit.
Donc c'est un modèle qui est à peu près de la même taille. Pardon, il y a un modèle à peu près de la même taille qui est multimodal, donc qui voit aussi les images, qui est vraiment intéressant aussi. Et puis enfin, on a un modèle qui est très original, qui est un mélange d'experts, qui est un mélange de 16 experts, mais tout petits experts, de 3,8 milliards de paramètres. Donc on a beaucoup d'experts, 16, c'est quand même pas mal, mais ils sont tout petits. Et c'est un truc qui utilise 2 experts en simultané, ce qui veut dire qu'il prend pas mal de mémoire, parce qu'il prend 16 fois plus que le Mini, quoi, ou très très approximativement, mais qui utilise très large, qui utilise pas beaucoup de puissance, puisque en gros, 2 fois la puissance de calcul du Mini, qui est tout petit, quoi. Donc c'est quoi? C'est 7 milliards de paramètres. Bon, c'est pas exactement 2 fois la taille du petit, parce qu'il y a des poids qui sont partagés, mais bon, rentrons pas dans les détails. Globalement, c'est à peu près 7 milliards de paramètres pour un modèle qui est absolument, qui a beaucoup plus, qui a une possibilité d'avoir beaucoup plus de connaissances, quoi, parce qu'il est, il est très gros. Donc on peut avoir des performances dites de modèles beaucoup plus gros avec très peu de calcul, mais au prix de plus de RAM consommée. Donc c'est un modèle qui est clairement proche du Mixtral, qui rappelle même le premier Mixtral, mais en plus rapide. Alors les longueurs de contexte promises sont aussi beaucoup plus élevées, on est sur du 128 000 tokens pour la plupart, hein, sauf pour les GEMA qui plafonnent à 8192. Cela dit, le test rouleur montre qu'entre les promesses et la réalité, il y a quand même une grosse différence. Ah, ok. Ouais, en fait, leur performance se dégrade très nettement quand quand tu vas sur des contextes vraiment, vraiment plus longs. En plus, il faut de la mémoire pour accueillir un contexte aussi long, c'est pas donné à tout le monde. En vrai, personne peut accueillir 128 000 tokens sur sa carte graphique, c'est pas gérable. Alors, que choisir? Tout dépend de votre config, bien sûr. En gros, les modèles de 8 à 9 milliards de paramètres et moins peuvent, en version compressée, tourner sur un peu tous les PC. Même sans carte graphique, en fait. Si vous avez un CPU qui est pas trop pourri, vous pouvez faire tourner des trucs de cette taille-là sans problème. Ces modèles peuvent être exécutés très rapidement et sans compression excessive à partir de 12 gigaoctets de RAM, donc sur carte vidéo. Avec 8, on compresse un peu plus et ça roule, donc c'est quand même très accessible. Donc grosso modo, un Gemma 2 9B est accessible avec une carte de 8 gigaoctets de RAM, qui se trouve assez facilement. Je crois qu'une 4060, ça a 8 gigaoctets de RAM par exemple. 12 gigaoctets, c'est mieux, bien sûr. 6 gigaoctets, par contre, c'est trop juste pour le deep learning. À moins d'utiliser des modèles vraiment petits. Mais le problème, c'est que si vous avez un modèle vraiment petit, le CPU suffit pour l'exécuter, et donc la carte graphique, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais bon, peut-être que ça vaut peut-être pas forcément le coup. Alors, niveau performance, le Llama 3.1 405B, il est juste incroyable, puisqu'il est juste au-dessous de GPT-4o, et au-dessus de certaines versions de GPT-4, de GPT-4 Turbo, mais vous ne pourrez pas le faire tourner. C'est clair, vous ne pourrez pas le faire tourner. C'est pareil pour le Mistral Large à 123 milliards de paramètres, vous ne pouvez pas le faire tourner non plus. Et très très peu de gens peuvent faire tourner des monstres pareils. Ils sont open source, donc c'est des open source qui battent GPT-4 Turbo, donc c'est vraiment très notable, mais malheureusement, je considère que c'est pas des modèles accessibles au grand public, à moins d'être ultra patient, d'avoir un vieux serveur reconditionné avec 200 Go de RAM, et d'attendre, je sais pas, c'est pas 10 très secondes réaliste pour de l'expérimentation comme ça locale. Pour discuter avec, non. Après, peut-être pour certains usages, pour discuter avec, c'est certainement pas possible. Le 72B, lui, il est pour le coup plus crédible si vous avez une grosse, ou une ou deux grosses cartes graphiques, à la limite, c'est accessible, mais bon. Gemma 2 27B, c'est le meilleur modèle qui soit grand public, puisqu'entre 16 et 24 Go de RAM, ça suffit pour les faire tourner. Et puis après, évidemment, vous avez les petits, donc Fufi 3.5 mini, Gemma 2B, eux, par contre, ils sont ultra rapides. Ils sont donc ultra rapides et ils sont pas loin des performances d'un GPT 3.5. Si on en croit les benchmarks, ils sont même un peu meilleurs. Et ils sont accessibles à tous les PC, tous, vraiment. Et même la plupart des téléphones. Alors, avec quoi? C'est fou. Donc, on va voir un petit peu les logiciels. On va passer en revue un petit peu les logiciels avec des têtes connues, puis des nouveautés. Alors, la tête connue, que moi j'aime beaucoup parce que pour sa simplicité, tout simplement, d'utilisation et d'installation, c'est. Alors, évidemment, il y a les mêmes que d'habitude. Pour l'instant, il y a toujours LM Studio, il y a toujours GPT4All, il y a toujours Jan aussi, ou Yann, donc c'est J-A-N, pour eux, c'est Yann. C'est toujours des valeurs sûres, c'est toujours des logiciels qui sont assez faciles à utiliser. Ils sont pas. Il y a GPT4All est open source, je crois, et Yann aussi, mais pas LM Studio. Mais bon, c'est toujours des valeurs sûres qui sont assez accessibles. On en a déjà parlé plusieurs fois, je crois, en tout cas de LM Studio. On avait aussi parlé de mon petit préféré qui reste Cobalt CPP parce qu'il est très simple, c'est un seul fichier que vous téléchargez, que vous mettez où vous voulez. Il y avait des versions Windows, Linux et Mac désormais, donc ça c'est quand même notable. Et ça vous donne une interface web qui s'est pas mal enrichie.
En particulier, on a des réglages plus nombreux, on a la possibilité de choisir les templates de chaque modèle, donc voilà, si vous avez un Gemma, si vous avez un Phi, si vous avez un Llama, etc. Vous avez une nouvelle interface qui ressemble à celle d'OpenAI, qui s'appelle l'interface Corpo. Vous avez la possibilité de se connecter à des serveurs de synthèse vocale, donc il est compatible avec XTTS ou AllTalk. Vous avez l'intégration de la génération d'images et de la reconnaissance vocale aussi grâce à Whisper. Donc, la génération d'images se fait avec des modèles de Stable Diffusion, donc vous téléchargez des modèles Stable Diffusion normaux, comme vous pourriez utiliser dans Comfy UI, et vous les indiquez donc à l'interface de lancement. Donc quand vous lancez Cobalt CP, il y a une interface graphique en fait qui vous permet de lancer de sélectionner les réglages. Il y a beaucoup de réglages. Et vous pouvez, parmi ces réglages, sélectionner des modèles de Stable Diffusion qui seront utilisés pour générer des images dans l'interface web. Et le modèle pourra spontanément générer des images si vous faites par exemple des jeux de rôle. C'est assez rigolo, de temps en temps, il vous générera des illustrations comme ça automatiquement. Et pour Whisper, c'est pareil, c'est même assez impressionnant. Alors, Whisper, c'est un modèle open source de reconnaissance vocale qui est fourni par OpenAI, qui est passé en version 3, et qui est un des meilleurs que j'ai jamais vu. Avec 100 mégaoctets, on a déjà une reconnaissance qui est très bonne en anglais, et si vous prenez le modèle large, la version complète, quoi, globalement, de la V3, il comprend tout ce que vous dites, en français, sans le moindre souci. Et ça coûte 1 gigaoctet. Donc si vous allouez 1 gigaoctet de VRAM à votre carte graphique, vous pouvez parler à votre modèle comme à un humain. Il comprendra quasi 100%, il comprend 100% de ce que je dis. Et pourtant, je parle vite et sans ménagement. Vraiment, je suis pas un cas très facile, quoi. Il comprend ce que je dis sans aucun problème, sans quasiment faire de faute. Donc vous téléchargez le modèle en version compressée via le lien sur l'espace Hugging Face de Grégory Gerganov. Il y était en lien dans les notes de l'émission aussi, donc vous trouverez très facilement votre modèle Whisper. Prenez le plus gros que vous pouvez. En 5 bits, le V3, ça fait pile 1 giga et c'est super solide. Vraiment, vous n'aurez pas de problème avec ça, donc pratiquement aucune langue. Je suis sûr qu'il y a des pros qui ont déjà... par contre, il y a un truc quand même, petit truc. Pour activer l'option dans Cobalt CPP, pour l'option de pouvoir parler directement à votre modèle, il faut utiliser la connexion SSL. Donc ça veut dire qu'il faut une connexion sécurisée. Il n'accepte pas, parce qu'en fait c'est une limitation, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas... Vous ne pouvez pas demander d'accéder au micro si vous n'êtes pas sur une connexion sécurisée. D'accord, ok. Ce qui fait qu'il faut que Cobalt CPP crée un serveur donc HTTPS. Il n'y a pas un serveur HTTP classique qui crée normalement, il crée un serveur HTTP classique. Mais si vous devez créer un serveur HTTPS, il vous faut un certificat et une clé SSL. Et donc il faut lui fournir un certificat et une clé SSL à Cobalt CPP au démarrage pour qu'il puisse vous créer un serveur HTTPS. Ok. Alors je suis sûr qu'il y a des pros qui connaissent ça très très bien sur le bout des doigts, tout ça. Sinon, comment on fait ? Il faut le créer soi-même, s'auto-certifier. Et regarder le tuto. Exactement, voilà. Il faut utiliser OpenSSL dans un terminal, utiliser l'utilitaire OpenSSL pour créer une clé et un certificat au format PEM. Le fichier, donc faire une clé et un certificat au format PEM. PEM, en fait, PEM, c'est du en clair, quoi, globalement. Donc vous créez une clé privée RSA de 2048 bits, par exemple. Et ensuite, avec la clé, vous faites un certificat. Et effectivement, vous avez un petit paragraphe de tuto dans les notes de l'épisode qui vous permettra de faire ça facilement au cas où. Voilà. Et après, il y a des tas de pages web là-dessus sur Internet, si vous trouvez ça facilement, si vous voulez faire le même. Donc une fois que vous avez spécifié les 2 fichiers PEM au démarrage, vous allez pouvoir avoir votre serveur Cobalt CPP en HTTPS, utiliser le micro du navigateur, et vous allez pouvoir parler au modèle. Alors vous activez ça dans les options, vous maintenez la souris cliquée sur le bouton pendant que vous parlez, vous relâchez quand vous avez fini, et le truc va vous transcrire immédiatement ce que vous avez dit, et le modèle va vous répondre directement. Et il peut vous répondre en synthèse vocale, si vous activez la synthèse vocale, soit avec la synthèse vocale par défaut de votre OS, donc Windows ou un autre, soit un serveur que vous mettrez aussi en route par vous-même, comme un serveur HTTPS que vous mettrez en route sur la même machine ou sur une autre machine. Bon, ça c'est... Voilà. Bon, c'est déjà... Tu l'as testé, toi, du coup, le dialogue comme ça ? Tu trouves ça convaincant en termes de... Alors, en fait, moi, avec le matos que j'ai, avec XTTS, c'est trop lent. C'est-à-dire qu'il y a des latences entre quand je parle et que... quand je parle, si tu veux, c'est très rapide. Il est trop lent pour comprendre Guillaume Poggias pas là, ok ? Non, il comprend très bien ce que je dis. Mais si tu veux, le truc, c'est que je suis pas arrivé à faire vraiment de streaming le truc, c'est que tu parles, donc après c'est transcrit. Une fois que c'est transcrit, le modèle répond, donc il faudrait qu'il réponde vite, et une fois que le modèle a répondu, il faut que la synthèse vocale soit faite sur le texte.
Et tout ça, c'est de la latence. Et bon, effectivement, si tu utilises XTTPS, globalement, c'est trop long. Tu parles et puis tu attends quelques secondes pour que ça revienne. C'est pas très, très naturel. Ouais. Si tu utilises une synthèse vocale ou pas de synthèse vocale du tout, par contre, c'est assez marrant parce que si tu n'utilises pas de synthèse vocale, tu parles, c'est très rapide. Pour peu que tu aies un modèle qui soit pas trop gros et qui soit sur ta carte graphique, il répond aussi très rapidement et c'est assez facile de dialoguer comme ça. Okay. Et si vous utilisez une synthèse vocale qui est intégrée à l'OS, ça peut aussi marcher. Mais bon, comme c'est une synthèse vocale qui n'est pas en streaming, c'est-à-dire qui ne démarre qu'après que le modèle est fini de répondre, forcément, si vous pouvez... des discussions un peu lentes ou en tout cas un peu saccadées. Voilà, exactement. En fait. C'est pour ça que, c'est pas forcément incroyable. Par contre, la possibilité de transcrire ce que vous dites, ça vous évite d'écrire au clavier et ça, c'est quand même assez pratique. C'est pour ça que je rentre un peu dans les détails pour utiliser Whisper, que je trouve assez pratique dans ce cas-là avec Cobalt CPP. Donc, ça effectivement, ça marche pas mal. Du coup, Cobalt CPP offre aussi une API compatible OpenAI, donc vous pouvez l'utiliser pour complètement autre chose, c'est-à-dire vous pouvez, si vous avez un logiciel qui utilise ChatGPT normalement et que vous pouvez changer les réglages, vous pouvez utiliser Cobalt CPP à la place, donc c'est comme Ollama ou comme LM Studio, d'ailleurs pratiquement tous sont des API comme ça, offrent un serveur, qui est un serveur de langage tout simplement. Et le truc le plus rigolo que j'ai fait, c'est de faire parler des PNJ Minecraft. Parce que vous pouvez l'utiliser pour ça, c'est-à-dire vous créez un serveur Minecraft, donc un serveur Minecraft sur n'importe quelle machine. Dans le serveur Minecraft, vous utilisez un plugin qui s'appelle CraftGPT. C'est pas si compliqué que ça, je mettrai le lien et les explications aussi. Et avec CraftGPT, vous connectez le plugin à votre serveur Cobalt CPP, qui est sur une machine quelconque chez vous, et vous pouvez configurer CraftGPT, et après, dans votre serveur Minecraft, vous vous loguez, vous avez votre monde Minecraft, et vous pouvez créer des personnages, alors ça peut être des animaux, ça peut être des villageois. Vous avez un outil pour leur donner une intelligence, c'est-à-dire vous leur donnez un prompt, vous leur donnez un truc, et après vous pouvez discuter avec comme si c'était un chatbot. Vous pouvez transformer des PNJ comme ça, Minecraft en chatbot, quoi. Donc vous pouvez, c'est rigolo. Ça peut même être fait plus ou moins automatiquement. Bon, ça reste de l'alpha, mais c'est rigolo. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que c'est ce que propose Nvidia, en fait, Nvidia Ace, tu vois, mais c'est en gratos, c'est en local. C'est marrant aussi. Voilà, oui, j'ai des soirées fascinantes. Je sais. C'est génial. Ouais, t'as occupé ton été, c'est normal. C'est exactement ça. Et bon, dernière nouveauté Cobalt, il peut aussi transformer un modèle texte en modèle multimodal. Il existe des fichiers de projecteurs qui donnent la vue à des Llama ou à des Mistral qui n'en ont pas forcément. Donc vous prenez un fichier, alors voilà, vous avez encore le lien dans les notes donc sur GainFace, vous avez plein de fichiers projecteurs, donc ces fichiers qui s'appellent mmproj, qui correspondent, ils sont spécifiques pour les modèles. Donc par exemple, vous pouvez prendre un truc qui s'adresse au Llama, un truc qui s'adresse au Mistral, et après vous le mettez donc au démarrage de Cobalt CPP, vous spécifiez un mmproj, et puis après vous avez un modèle qui a la vue, c'est-à-dire que le mmproj, en fait, il va regardez, là, vous uploadez une photo, par exemple une image sous Cobalt CPP, et puis le mmproj va s'occuper de transformer ça, de tokeniser ça en fait, de transformer ça en une suite de tokens, et du coup le modèle va être capable de voir quand même. Alors c'est pas forcément aussi bon que les modèles qui sont entraînés spécifiquement pour, mais c'est rigolo de pouvoir donner une certaine capacité de vision à peu près tous les modèles, quoi. Donc on voit que Cobalt CPP a bien évolué, et voilà, c'est pas le seul, on va parler aussi de deux grosses stars des LLM en local qui sont Ollama et son interface, OpenWebUI, et puis Misty aussi, qui est un petit nouveau. Donc le Ollama avec une interface qui a l'air de d'avoir retenu ton attention, très séduisante. Oui, qui est vraiment pas mal. Donc Ollama, c'est assez ancien dans le game, c'est devenu par sa facilité d'utilisation une sorte de standard. Et il s'est doté d'un installateur aussi pour Windows qui le rend très 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 facile à installer, tout simplement. Donc c'est un truc qui s'utilise en ligne de commande, même sous Windows, donc vous l'installez, ça vous fait une petite icône comme ça dans la barre des tâches. Et quand vous l'appelez, vous pouvez appeler un terminal, donc une ligne de commande, et avec la ligne de commande, ça vous permet de télécharger des modèles, de gérer, donc vous téléchargez les modèles, vous regardez la liste que vous en avez, vous pouvez les virer effectivement, les configurer, puis vous pouvez parler aussi, chatter en ligne de commande avec ces modèles-là. Mais le truc, c'est que c'est pas vraiment comme ça que c'est censé être utilisé, parce qu'Ollama, finalement, ce qu'il fait surtout, c'est qu'il fait un serveur, quoi. Il met en place un serveur de langage, comme Cobalt CPP, en fait, c'est à peu près la même idée.
Et ce serveur, il est compatible OpenAI et il est utilisé par plein d'autres services, par plein d'autres interfaces, et en particulier la plus célèbre et probablement la plus stylée, c'est OpenWebUI, qui, voilà, encore une fois, le lien dans les notes de l'émission, vous allez voir, c'est très pro. On se croirait chez OpenAI. Oui, complètement, oui. Elle repose intégralement sur Ollama comme back-end, hein, c'est lui qui va faire les calculs, mais voilà, c'est elle qui donne la présentation. Elle est quand même très riche et elle est assez réactive, elle est plus réactive au Kubabuga que perso, j'utilise jamais en fait, j'aime pas trop Kubabuga, même s'il a d'autres atouts, puisqu'il permet par exemple de faire de l'entraînement et tout, bien entendu, mais bon, voilà, au niveau purement de présentation, je préfère évidemment OpenWebUI. Alors Ollama repose sur Llama CPP, donc ça veut dire qu'en fait tout ça c'est la même chose, hein, c'est toujours du GGUF. Je reconnais que Xllama, donc EXL2, qui est utilisé par Obabuga, est une méthode de compression qui est très rapide, si on a la VRAM qu'il faut. Moi, j'ai une préférence pour GGUF pour son universalité et la granularité avec laquelle on peut vraiment choisir le niveau de compression. Mais bon, Xllama est très bien aussi. Hein. C'est des formats de fichiers différents, hein, tout simplement. Cela dit, OpenWebUI fonctionne sur Ollama, qui lui-même utilise des GGUF, hein, même si c'est transparent, puisqu'en fait, Ollama gère tout en interne. Hein. Vous demandez, par exemple, Llama 3.1, ou un Mistral, et puis que ce soit via OpenWebUI, parce qu'évidemment il y a une interface pour ça aussi, ou en ligne de commande, de toute façon c'est Ollama qui vous fait l'abstraction de tout, c'est lui qui s'occupe de tout, etc. Évidemment ça c'est très apprécié, donc c'est lui qui télécharge, qui gère les versions de fichiers, etc. etc. Et OpenWebUI, donc, alors il y a un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, hein, puisqu'on peut faire des appels de fonctions, elle permet d'exécuter du code Python, donc les modèles de langage peuvent exécuter du code Python, faire de la RAG, c'est-à-dire vous pouvez envoyer des fichiers qui sont vectorisés et puis qui sont ensuite utilisés comme base de connaissances supplémentaires pour être interrogés en langage naturel. Il permet de générer des images aussi pendant le chat comme Cobol CPP. Voilà, même si c'est via d'autres serveurs, lui il le fait pas en interne, mais bon, il appelle d'autres serveurs, etc. Bien sûr, vous pouvez enregistrer les discussions, gérer les discussions, enregistrer des prompts, etc. On peut aussi changer de modèle à la volée et voilà, comme je disais, administrer Ollama via OpenWebUI. Donc c'est un tandem, hein, voilà, Ollama OpenWebUI, c'est le tandem qui est pas mal utilisé. Vous pouvez avoir accès à cette interface avec n'importe quel navigateur, hein, bien sûr. Hein, vous avez votre service ChatGPT à la maison. Vous prenez un gros PC que vous dédiez à ça, puis après, voilà, de ta maison, vous pouvez avoir votre ChatGPT local, ça, il n'y a aucun problème. Et donc ça, c'est l'inverse. Enfin voilà, c'est c'est une interface web. Donc encore une fois, hein, c'est un truc qu'il faut utiliser via un navigateur, que vous pouvez utiliser localement ou en déporter, évidemment. Mais c'est vraiment des serveurs, quoi. C'est-à-dire que vous avez Ollama qui crée un serveur de langage, OpenWebUI qui crée un serveur HTTP, un serveur un site web, quoi, globalement. Et vous vous connectez à tout ça avec un ordinateur qui est le même ou un autre, avec un navigateur. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les applications, c'est-à-dire les trucs qui sont que vous installez sur votre PC, et puis tout se passe sur votre PC, et puis il n'y a pas de truc de serveur de machin, c'est juste une appli, quoi. Et donc, il y a bien sûr, il y a LM Studio et tout. Il y a un petit nouveau qui est plutôt cool à utiliser, qui est assez riche aussi, qui s'appelle Misty. Alors, Misty, ça s'écrit M-S-T-Y, que je prononce Misty. Et, je le prononcerai pareil. Voilà, tu prononceras aussi Misty. Et c'est un équivalent un peu de GPT, For All ou LM Studio, qui permet de te faire tout ça sur sa propre machine. Alors, il est quand même très avancé aussi, Misty. Alors, il est gratuit pour un usage perso. Il est payant pour un usage professionnel et une usage commerciale qui a d'autres services. Mais enfin, honnêtement, vous en foutez un peu, quoi. Si vous voulez l'utiliser chez vous, c'est très bien. C'est sous Windows, Mac et Linux aussi. Tout ce que j'ai dit à peu près sur OpenWebUI est aussi dispo dans Misty. L'interface est léchée. Il peut faire de la recherche web, du RAG sur des documents, donc on va interroger des documents, du téléchargement intégré à l'interface, donc ça veut dire que vous pouvez télécharger des modèles directement, vous n'avez pas besoin de sortir. Il y a un thème sombre. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable, bien sûr. Il y a beaucoup de promesses. Comme toujours, attention, la réalité est souvent différente. Moi, j'ai testé... Alors, j'ai pas testé super longtemps, mais enfin bon, j'ai testé pas super longtemps et pas avec des énormes modèles. J'ai testé avec un Gemma 9B, comme modèle grand public, je dirais, hein, facile d'accès. J'ai fait de la recherche, j'ai fait de la discussion avec de la recherche sur Internet. C'est pas ça. C'est franchement pas ça. Le truc, effectivement, va sur Internet, on me sort des liens, un petit peu comme ferait un Google Generative Search, mais c'est pas génial. J'ai demandé la recherche Internet activée, qui était la mère de Pierce Brosnan, et il m'a sorti un nom à moitié vrai, et puis surtout il m'a sorti qu'elle était morte à 80 ans, alors qu'il a mis en référence dans les liens
un lien vers un article et qui disait que justement, à 90 ans, elle avait été postée sur Instagram par son fils pour la fête des mères. Bon, donc moyen. Quand je lui ai demandé d'utiliser un outil pour calculer une racine carrée, il a juste halluciné une réponse. Donc je sais pas exactement comment ça marche sous le capot, mais c'est pas génial. Après, pour la RAG, je lui ai donné des solutions de jeux vidéo, puis je l'ai interrogé sur comment on fait ceci, cela dans un jeu. Ouais. En plus, j'utilise des vieux jeux vidéo pour être sûr que tu il as est pas mis sur dedans. le site dont j'ai perdu le nom, là, mais qui référençait, tu sais, les notices de jeu. Que Ah tu as non, citées dans c'est pas les documents. notices, c'est carrément les solutions. J'ai Les solutions, les pardon. solutions de Ok, vieux autant jeux pour moi. d'os. Pardon. Ouais, j'ai Ok, mis les deux solutions. solutions de vieux jeux d'os Ok, pour voir, ok. parce que je suis sûr que là, C'est c'est le drôle. truc, il peut pas. Et oui, et là, effectivement, ça a mieux marché. Ça a mieux Ah, marché. C'était ok. pas parfait, des fois, il part un peu en couille, mais globalement, effectivement, tu sens qu'il est allé chercher là-dedans et qu'il te sort des morceaux qui sont Ok. pas toujours déconnants, quoi. Donc, le RAG, ça peut avoir un intérêt, même si c'est pas parfait, quoi. Vas-y. Il fait n'importe quoi, grosso modo, Misty, mais de temps en temps, il y a des résultats sympas, donc ça mérite de le tester, quoi. Ok. C'est un peu ça. Non, mais après, je dois avouer aussi que j'ai pas optimisé le truc. J'ai pris un Gemma 9B classique. Peut-être qu'il y a des modèles qui sont plus adaptés à la RAG aussi. Puis bon, voilà. J'ai pas formaté les documents. J'ai pris les pages web, je les ai convertis en texte. Et puis bon, voilà, je les ai envoyés sous sous l'embedding, là. Et puis, je suis pas allé chercher très loin. Donc, on peut sans doute faire mieux, mais il faut pas non plus imaginer que d'entrée de jeu comme ça, vous branchez la Wikipédia dessus, du coup il devient incollable, il fait plus jamais d'erreur. Non, c'est pas comme ça. Même si vous mettez une base de connaissances à un LLM, il n'est pas du tout exclu qu'il fasse quand même des erreurs. Faut bien garder ça à l'esprit. Mais bon, c'est intéressant à explorer aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de le mentionner. Sa facilité d'accès mérite aussi d'y jeter un coup d'œil de toute façon, parce que j'ai l'impression Exactement, que de toute façon. simple à Bah oui, installer, vous voulez essayer la RAG, bah écoutez, voilà, vous téléchargez Misty, vous téléchargez, si vous avez le PC qui va avec, bien entendu, vous téléchargez un Gemma ou un truc comme ça, ensuite vous allez sur le truc, vous balancez des fichiers, voilà, dans les formats qui vous dit, quoi, hein, et puis après vous essayez, voilà, ça vous permet effectivement d'essayer de voir les possibilités et les limitations de ce genre de truc, et les défis aussi, hein, parce que c'est pas si simple en fait de faire une bonne RAG. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour ça, pour pouvoir se confronter au truc facilement. Ok, et puis on en arrive du coup à la substantifique moelle de la génération de Texparia, celle qui tient dans le smartphone, Guillaume. Dans la main, exactement, oui. Et exécuter des IA localement, directement sur son téléphone, c'est tout à fait possible, et désormais, elles seront même pas complètement débiles. Outre la possibilité de recompiler, hein, pour les hardcore, vous pouvez effectivement toujours recompiler Lama CPP ou Cobol CPP directement sur sa machine, c'est possible. Mais vous avez aussi tout simplement des apps pour ça, des apps qui utilisent le bon vieux format GGUF, hein, et donc vous pouvez tout simplement utiliser exactement les mêmes modèles que sur votre PC. Vous pouvez les transférer directement ou les télécharger directement des mêmes sites sur votre téléphone et discuter en live avec, et ce sans aucune connexion Internet. Alors moi j'ai personnellement testé 2 applications seulement, il y en a probablement d'autres, hein, et puis 2 applications Android parce que je n'ai pas d'iPhone. Donc il y a Layla, qui existe néanmoins aussi sur iOS, et il y a Made, qui n'existe que sur Android. Alors Made est open source, il supporte plein de moteurs différents. Il a commencé par les API commerciales, hein, donc OpenAI, Gemini ou Mistral, mais il supporte aussi Ollama, pour une utilisation déportée, donc ça veut dire que vous pouvez avoir un serveur sur un PC, limite, hein, si vous voulez. Et puis vous pouvez tout simplement discuter avec sur votre téléphone. Bon, pourquoi pas. Pas très intéressant, puisque vous pouvez faire ça avec Cobol CPP, ça marchera aussi bien, ça sera même plus simple et mieux présenté. Mais bon, vous avez surtout avec Made aussi la possibilité d'utiliser le Lama CPP interne. Ça veut dire que vous pouvez faire de l'inférence directement sur le téléphone. Donc quand vous sélectionnez Lama CPP comme moteur, vous devez effectivement lui donner un modèle, hein, que vous avez téléchargé sur votre téléphone. Et vous avez aussi tous les réglages habituels, c'est-à-dire température, réglage des samplers, etc. Donc en fait, confère les autres épisodes, hein, puisque c'est exactement la même chose. Si vous voulez savoir ce que ça, voilà, on va pas revenir là-dessus. Vous pouvez régler la taille du contexte qui est limitée à 4096 maximum. Alors c'est plus logique sur un téléphone parce que c'est pour des raisons de prudence, hein, parce que la mémoire requise et la quantité de calcul augmentent très rapidement avec les longs contextes. Et donc pour un téléphone, ça doit être très très vite lourd. Et pour le nombre de threads CPU, c'est la moitié de vos threads réels qui est une bonne base, je pense, parce que trop, c'est contre-productif souvent. Donc si vous avez, disons, 8 cœurs, ce sera 4 threads, quoi, la plupart du temps. Parce que de toute façon, sur un téléphone, la moitié des cœurs sont de toute façon trop lents. Donc voilà, et après, vous avez une fenêtre de chat, hein, pour discuter avec votre maid, qui est la personnalité de base, qui est livrée avec l'appli, mais vous pouvez bien sûr en faire d'autres, hein, bien entendu. Alors pour être honnête, maid est relativement complet.
fonctionne, mais c'est pas très très sophistiqué. Son interface est assez claire et intuitive, donc je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est assez facile de voir comment ça fonctionne. Par contre, j'ai l'impression que ça gère pas spécialement bien le contexte. Alors, il faut bien se souvenir qu'il y a deux phases dans l'interaction avec un chatbot. Il y a la digestion du prompt d'un côté et l'inférence de l'autre. Plus le prompt est long, plus il faut attendre pour avoir le premier mot. Et les autres. Ensuite, il vient le calcul donc de l'inférence, qui est donc le calcul entre chaque mot. Donc il y a des calculs avant que le chatbot ne dise quoi que ce soit, et il faut attendre que le prompt soit digéré, quoi. Et sur un téléphone, même cette phase est assez lourde au niveau calcul. Et on sent nettement que, en gros, c'est tout con, mais c'est une phase qui se sent nettement plus que sur PC, tout simplement. Donc il y a une latence marquée avant la réponse. Alors il y a des techniques pour réduire ça. La plus simple, c'est de faire un cache. Tu fais un cache du contexte, c'est-à-dire que tu stockes le texte déjà vectorisé. Mais il ne semble pas le faire, et c'est pas très rapide à la détente. Bon, perso, je trouve que Layla est une appli qui est beaucoup plus sophistiquée et agréable à utiliser. Elle n'est pas open source, et il y a une version gratuite et une version payante. Rassurez-vous, la version gratuite, qui s'appelle Layla Lite, est totalement fonctionnelle. La version payante offre juste plus de fonctions avancées. Et oui, Layla. Alors Layla, elle est bien pour débuter finalement, parce qu'elle propose même de vous télécharger un modèle tout prêt la première fois que vous lancez l'appli, quoi. Et je vous conseille de l'éviter d'ailleurs, ce modèle, parce qu'elle va télécharger des modèles un peu anciens, c'est-à-dire d'il y a 6 ou 8 mois, quoi. Et en fait, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc je vous conseille donc de télécharger un modèle à l'avance sur votre téléphone, de faire défiler jusqu'à custom lors du choix du modèle, et de lui indiquer le vôtre. Et d'aller le chercher. Voilà. Layla Lite est vraiment pas mal, elle intègre les templates pour les modèles les plus célèbres. Alors, il faut aller dans Your Apps Raw Model et sélectionner le modèle que vous voulez. Donc vous pouvez, en fait, ça se présente comme une sorte vous avez des applis, quoi. C'est comme si vous aviez des applis qui étaient internes à Layla. Et donc parmi les applis, il y a un truc qui s'appelle Raw Model, c'est-à-dire le modèle brut, quoi, donc le modèle brut que vous allez utiliser. Et donc ce modèle brut, là vous avez une liste de modèles que vous avez installés, parce qu'en fait vous pouvez en installer plusieurs. Et vous avez dans My Prompt, vous avez le format qui convient au modèle. Donc si vous avez un Gemma, vous sélectionnez le format Gemma, un Phi, etc. Une fois que c'est fait, parce que c'est quand même important de sélectionner donc votre modèle et le template qui va avec, et vous pouvez discuter avec Layla. La personnalité de l'assistante de base, c'est justement Layla, c'est ça en fait. Layla, c'est l'assistante de base. L'assistante de base qui se comporte comme un assistant, IA classique. La première fois, ça va être long parce qu'il va créer le cache du contexte pour toute la discussion. Et si vous changez de modèle en cours de route, il va devoir recalculer le contexte. Et il va aussi calculer le contexte pour le système prompt, le prompt que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'il y a aussi des calculs, alors que vous n'avez encore rien dit. Oui, mais il y a un système prompt qui est encore digéré, etc. Donc tous ces trucs-là, ça va prendre du temps, la première fois, beaucoup plus la première fois, mais bon, même les autres fois, de toute façon, il va falloir attendre entre chaque fois que le contexte soit digéré, c'est-à-dire que votre demande, le prompt que vous allez donner soit digéré. Alors, outre Layla, il y a d'autres personnalités qui sont disponibles, on a même un hub où vous pouvez aller en télécharger, vous pouvez créer le perso vous-même en faisant sa fiche de perso, quelque part, c'est exactement ça. Et dans la version light, vous pouvez pas avoir plus que ça. Vous n'avez pas plus d'app que ça. C'est-à-dire vous avez une app pour discuter, une app pour régler les trucs et une app pour télécharger des persos, et puis c'est tout. Le truc, c'est que si vous avez la version complète, vous pouvez télécharger plus d'apps qui vous donnent des fonctionnalités un peu étendues. Par exemple, vous avez une gestion de mémoire à long terme qui va gérer des très très longues discussions au-delà de la mémoire de contexte. Vous avez la possibilité d'intégrer la vision, d'intégrer des API pour Anthropic ou OpenAI. Vous avez d'autres samplers aussi, vous avez des fonctions sympas, comme la possibilité de faire des calculs en arrière-plan. Parce que là, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que si vous switchez d'appli, parce que vous faites... vous trouvez que votre modèle il est trop lent, vous dites c'est bon, je vais aller regarder sur Instagram pendant qu'il calcule. Non, quand vous changez d'appli, le calcul se stoppe. Oui. Il faut payer pour que ça se fasse en arrière-plan. C'est comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Mais Layla Lite est quand même pleinement fonctionnelle. Et donc, elle marche très bien telle qu'elle. Il n'y a pas donc trop de soucis là-dessus. C'est pour ça que je la mentionne quand même. Parce que ça suffit, quoi, quelque part. Dans un souci d'avoir un épisode qui montre les possibilités de ce qu'on peut faire, c'est vrai que c'est suffisant. Même si, on va pas se mentir, Layla Lite, c'est quand même pas facile à dire. Layla Lite. Ah la vache. On va aller là dans les j'adore les petits pimous. Ça me fait penser à des références enfantines. Et oui, les petits pimous, petits mais costauds, qu'est-ce que mettre sur son téléphone ? Parce que
J'ai dit oui, vous pouvez utiliser exactement les mêmes modèles sur votre téléphone et votre PC, et puis les téléphones modernes, ils sont quand même vachement puissants, tout ça, mais enfin Mais est-ce bon, qu'ils viennent quand même tous capables de tourner dessus? C'est pas sûr. Ouais. Et ben justement, ça reste un téléphone, donc il faut le respecter, hein. C'est un truc qui a moins de RAM, qui a un petit CPU, et même si en théorie vous avez assez de RAM pour charger un modèle, rien n'indique qu'il sera utilisable en pratique, parce que s'il faut attendre 30 secondes par mot, vous n'allez pas l'utiliser, quoi, hein. Donc, pour vous donner une idée, mon téléphone à moi, il a 12 Go de RAM et un Snapdragon 7 Gen 1. Donc voilà, c'est un téléphone qui est donc un bon milieu de gamme, je dirais, qui a pas mal de RAM, mais en fait ça sert à rien parce que de toute façon, le processeur, voilà, typiquement, hein, j'ai 12 Go de RAM, de toute façon, le processeur, il pourra pas faire tourner des trucs de plus de 4 Go sans que ce soit atrocement lent. Donc, d'accord, ok, c'est pas la RAM qui est limitante, quoi. Donc la RAM est moins limitante, enfin, disons, en tout cas, en termes de taille, elle est pas forcément limitante vis-à-vis du processeur, quoi. Donc le Snapdragon 7 Gen 1, c'est un truc, voilà, qui est sur un haut de gamme, 2 à 2 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et de toute façon, il faut bien savoir que les puces portables sont pas optimisées pour la puissance de calcul. Elles ont même une architecture bordélique, hein, qui est censée optimiser l'autonomie, mais sur 3 clusters. Moi, par exemple, hein, j'ai un cluster où j'ai un cœur performance, donc très puissant, mais il n'y en a qu'un. J'ai un cluster où il y a 3 cœurs qui sont pas dégueux, mais bon, moins puissants. Et j'ai un cluster où il y a 4 cœurs qui sont nuls, mais qui sont très économes. Et donc tout ça peut joyeusement, en plus, varier les fréquences, throttler, donc varier les fréquences, ralentir. Hein, si c'est trop sollicité, ça peut varier les fréquences pour éviter la chauffe, tout ça. Donc c'est un sacré bordel. Et donc, lancer les calculs sur les 8 cœurs à la fois, sur ces 8 cœurs-là à la fois, ça n'a pas d'intérêt. En fait, il vaut mieux se concentrer sur les 4 cœurs les plus puissants, déjà. Et ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Allez. Donc, globalement, c'est pas la peine de lancer sur plus de 4 threads, quoi. Et la bande passante mémoire d'un téléphone moyen, elle n'est pas très élevée non plus, hein, évidemment, comparé au... Évidemment, c'est pas non plus énorme, donc ça va le handicaper sur des modèles qui sont plus gros, mais bon. Après, voilà, de toute façon, c'est la puissance de calcul, en général, qui est quand même pas mal. Alors, en fait, jusqu'à cet été, on va pas se mentir, hein, c'était dur de faire tourner un truc qui n'était pas complètement débile sur son téléphone mobile. Même les hauts de gamme. Ça a changé avec l'arrivée de Gemma 2 2B et de Phi 3.5 mini parce que c'est devenu beaucoup plus accessible. Parce que si tu compresses en GGUF 6 bits, par exemple, donc c'est le Q6K, Gemma 2B, il fait 2,15 gigaoctets, donc 2 gigaoctets quoi globalement. C'est super accessible à pratiquement toutes les machines qui ont au moins 4 gigas de RAM, parce qu'il faut aussi la mémoire pour l'OS, le contexte, etc., bien entendu. Donc, un Gemma 2B en 6 bits, 6 bits, c'est une compression qui est relativement légère, donc le modèle ne souffre pas trop, hein, vraiment. Et donc, si vous avez de la place, vous pouvez même aller jusqu'au 8 bits, hein, qui fait 2,7 gigaoctets, là, vous n'aurez pas de... Voilà, la compression sera quasi nulle. Et enfin, en tout cas, il n'y aura quasiment pas d'impact. Et ça, ben, ça marche. Et ça, c'est un modèle qui est relativement bon, en fait, hein, qui est presque aussi bon que GP 3.5 pour 2 gigaoctets, quoi. C'est assez impressionnant. Alors évidemment, vous pouvez toujours moduler. Hein. Si le modèle s'avère trop long, ben, vous pouvez opter pour une version 5 bits ou 4 bits qui font passer le modèle à 1,6 ou 1,9 gigaoctets. Ça, c'est à vous d'essayer. Pour Phi 3.5, qui est un petit peu au-dessus, il est aussi un petit peu plus lourd. Il fait 3,14 gigaoctets en Q6K, donc ça reste très accessible. Il faut plus de 4 gigas de RAM, mais bon, voilà, ça reste très accessible, et c'est un modèle qui est un petit peu meilleur, qui est un petit peu plus malin. Après, attention, même si le modèle vous paraît pas trop gros comme ça, parce que 3 gigas de RAM, bon, ok, chaque gigaoctet, il va falloir ça représente des calculs que votre petit CPU va savoir se taper, et clairement, ça représente beaucoup de calculs. Sur mon téléphone, qu'on peut qualifier donc de milieu de gamme, hein, un Gemma 2 de 2 gigaoctets, c'est très utilisable. C'est même sympa à utiliser. Ça doit cracher dans les 5 mots par seconde, donc c'est pas trop loin d'une vitesse de lecture normale, ça va. Un Phi 3 de presque 3 gigaoctets, c'est aussi suffisamment rapide pour pas péter un câble, hein. Je dirais que c'est dans les 3 mots par seconde. C'est pas des masses, mais enfin bon, ça reste tolérable. Vrai, tu vois le truc doucement se construire sous tes yeux. Voilà, ça reste tolérable. Au-dessus, c'est pas vraiment envisageable pour du chat direct, hein. J'ai essayé un Llama 3.8B en 4 bits, qui fait 4 gigas et demi, et on tombe à 2 mots par seconde. Ouais, ça commence maximum, hein. Donc ça commence à être franchement longué. Donc tu t'ennuies rapidement. Au-dessus, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc c'est un peu la limite en fait, hein. Donc pour mon téléphone à moi, par exemple, qui est 12 Go de RAM, ben oui, j'en ai rien à foutre d'avoir 12 Go de RAM parce que de toute façon, un modèle à 4 ou 4 Go et demi, déjà c'est trop gros. Voilà. Écoute de l'autonomie de ton smartphone dans ce genre de cas avec des. Ça va souffrir, mais bon, c'est pas pire que de jouer à Fortnite, hein. Après. Sûr. C'est même moins grave en fait. Je pense que ça consomme un peu moins parce que
Ouais, ça doit consommer probablement un peu moins. Bah, ça fait pas, c'est pas GPU, hein, c'est vraiment que le CPU. Je suis pas sûr que ça C'est quand consomme même plus. Mais... plus sympa de jouer à Fortnite que de voir 2 mots qui génèrent à la seconde, par contre. Mais, Alors, ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça, en fait, que je conseille plutôt Gemma 2B, qui Ouais. est une bonne base, voire Ouais. Fi 3.5 si vous avez un bon téléphone qui peut encaisser, quoi. Alors, qu'est-ce qui valent ces modèles? Bah forcément, c'est pas GPT-4, faut quand même pas déconner. Mais bon, c'est quand même pas loin du chat GPT originel, quoi, GPT 3.5. Et c'est quand même assez impressionnant. Donc ça veut dire qu'on a des modèles qui discutent pas mal, qui sont relativement cohérents, qui font pas des erreurs énormes dans la cohérence, quoi, des trucs, ça c'est vraiment sympa, qui font, voilà, que tu peux discuter avec, quoi. Mais après, petit modèle, moins d'informations stockées. Donc c'est les chatbots, un chatbot se souviendra de moins de données si le modèle fait 2 gigas derrière, quoi, hein. Un modèle de 2 gigas, il va pas stocker 40 encyclopédies comme ça, et c'est évident que GPT-4, qui fait 1700 milliards de paramètres, il fait pas 2 milliards, il fait 1700, forcément, il peut enregistrer plus de trucs. Donc évidemment, on a des chatbots qui sont cohérents à ce niveau de taille, c'est déjà remarquable, c'est déjà suffisant pour un usage récréatif, mais vous n'allez pas utiliser ça pour faire pour faire pour discuter comme si c'était une encyclopédie ou même pour faire du code. Enfin, genre, c'est très risqué de faire du code avec des trucs de 2 milliards de paramètres. Mais c'est déjà suffisant pour s'amuser avec, quoi. Et pour l'instant, Gemma 2B et Fi 3.5 sont sans doute les meilleurs rapports performance-taille. Ils sont sérieux, mais évidemment, voilà, c'est pas des trucs très, très, très puissants. D'ailleurs, ils sont sérieux d'une autre manière aussi, c'est-à-dire qu'ils sont censurés, hein. C'est parce que, voilà, les liens dans les notes de l'émission, c'est vers les chatbots de base, c'est-à-dire qui sont donnés par les constructeurs, ce qui veut dire que c'est des chatbots qui refuseront de répondre à certaines questions, qui seront pas chauds pour les trucs chauds. Évidemment, il existe des versions qui sont non censurées de ces trucs-là, donc vous allez les trouver des Obliterated ou les Tiger Gemma, par exemple, qui sont censés moins refuser de trucs et qui sont sans doute plus adaptés à certains roleplay, quoi. Il y aura probablement des fine-tune plus osés, voilà, pour l'instant il n'y en a pas des masses parce que c'est des modèles très récents, mais ça viendra sans doute assez vite, hein. Donc voilà, vous devrez adapter votre moteur à la route que vous voulez suivre, bien entendu. Et... ouais, vas-y. Non, vas-y, je te laisse continuer. C'était pour la conclusion. En fait, justement, la conclusion, c'est que si ça vous paraît lent sur votre téléphone à vous, sachez que c'est probablement pas très rapide, effectivement. Même sur le mien, moi j'ai 5 mots par seconde au maximum, c'est quand même pas énorme. Mais les performances que vous avez là, c'est les pires que vous aurez jamais en réalité, parce que là, vous êtes en train d'utiliser votre CPU tout seul. Il n'y a aucun de ces deux logiciels qui n'utilise les fameuses NPU. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur un moteur, l'AMA CPP, et c'est l'AMA CPP, il vient du PC, et donc il doit être compatible avec le maximum de choses, et en priorité, il est compatible avec des choses du monde PC, donc il est compatible avec le CPU pur, avec CUDA, avec Vulkan, avec AVX, avec Neon, donc bon, Neon c'est déjà très bien pour les processeurs RAM, mais bon. Le truc c'est que il sait pas a priori ce que vous avez dans votre téléphone. Vous avez un téléphone particulier, avec une marque particulière de CPU, et le NPU, si c'est un super NPU Google, un super NPU Qualcomm ou je sais pas quoi, il en sait rien, peut-être vous avez que dalle aussi, tu vois. Il va pas en tirer parti. Ouais. Donc il en tire pas parti. Pour l'instant, il n'y a pas de DirectX pour les NPU. Alors il y a bien un DirectML sur PC qui commence à être adopté. Il faudrait qu'il y ait une couche d'abstraction universelle qui donne accès à tout, GPU, CPU, NPU, sur toutes les machines, y compris les téléphones. Alors voilà, qui se débrouille après avec ce qu'elle trouve. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour le moment, Layla ne peut pas faire ça. Et donc, forcément, vous avez les performances de votre CPU brute pour l'instant. Mais ça va changer, et puis ça montre aussi l'avantage d'avoir une intégration verticale, hein, puisque si vous savez quel NPU vous avez, et ce dont il est capable, vous pouvez optimiser votre modèle. C'est pour ça que le Gemini de Google sur les pixels, forcément, il va aller beaucoup plus vite qu'un truc comme ça que vous faites de manière artisanale, entre guillemets. Hein. Vous avez adressé les ressources qui connaissent très bien à être disponibles pour l'utilisateur. Vous avez la liberté, bien entendu, hein, et l'universalité, mais eux, ils ont la possibilité d'optimiser les trucs, et donc ça va beaucoup plus vite. Donc il y a un énorme potentiel, finalement, à utiliser donc mieux les puces qu'il y a et qu'il y aura, bien entendu, dans les téléphones. Pour le moment, c'est pas idéal, mais voilà, vous pouvez déjà discuter avec votre téléphone mobile, même s'il n'y a pas de réseau, et vous amuser avec ça, et c'est déjà marrant. Et ce qui est génial, c'est que du coup, comme c'est possible vous pouvez faire partie des personnes qui l'auront fait avant les autres en le faisant tourner, parce que c'est pas communément répandu. Merci. Écoute, Guillaume, tu as été hyper généreux, et puis tu es d'autant plus généreux que dans les notes de l'épisode, vous pouvez retrouver aussi
les informations hyper pratiques et assez clés en main pour installer, alors avec OpenSSL, les certificats qui vont bien. Et ça, tu l'as mentionné tout à l'heure. Tu as aussi donné les références nécessaires pour faire parler un serveur Minecraft avec Cobalt CPP. Vous avez ça dans les notes de l'épisode et c'est sur techcafé.fr. Je voudrais en profiter aussi pour vous inciter à nous faire part de vos retours sur ces expérimentations, sur les guides que vous diffuse Guillaume Poggiaspala et toutes les recommandations qu'il peut vous faire. Il y a une rubrique sur le serveur Discord. Donc, ce qui est génial avec le serveur Discord, c'est qu'en plus d'y trouver des petits chats mignons, vous avez aussi une rubrique IA-LLM. Alors, on pourrait le renommer, hein, enfin, moi, je suis très ouvert au renommage de cette rubrique, mais l'idée, c'est de partager un petit peu les infos que vous pouvez trouver dans votre veille, spécifiquement dans le domaine de l'intelligence artificielle, et pourquoi pas d'aller partager vos expérimentations là-dessus. Je suis sûr, hein, Guillaume, si jamais il y a des questions pratiques là-dessus, il y a peut-être même une possibilité que tu puisses adresser des réponses aux personnes au travers probablement d'épisodes futurs. Je pense que tu es en vigie. Je vais commenter. Non, mais après, je suis pas en vigie tout le temps, honnêtement, je regarde pas tout. Mais bon, effectivement, de temps en temps, j'espionne. Et puis, de toute façon, bon, il y a eu un patch septembre 2024. Il y aura d'autres patchs. Je sais pas, ça va dépendre de l'actu et du temps aussi que j'ai pour tester tout ça, parce que il faut tester aussi tous ces trucs. Et bon, il y a voilà, bon, c'est rigolo aussi. C'est captivant. J'en profite aussi, il y a un truc que je vois de plus en plus passer et ça ne manque pas. À chaque fois, ça me fait rire et ça me gêne en même temps, avec un côté vaguement vallée de l'étrange, mais enfin vite franchi. Hein. C'est les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de génération de vidéos, mais qui partent totalement en cacahuète. Alors moi, ma préférée en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vu passer, elle a pas mal buzzé. C'est un type dans un atelier qui est en train de découper du métal avec une disqueuse. Ça commence à se transformer en une espèce de pan géant complètement monstrueux qui lui-même revient à avoir des étincelles qui sautent et ça se retransforme en un homme qui saute de manière complètement folle sur des palettes pour après s'envoler dans les airs. Et j'aime bien parce que alors j'avais vu la personne qui avait partagé ça sur un réseau social, sur Twitter. Elle avait dit l'intelligence artificielle est en train de replacer les dealers de LSD. Je trouve, moi, à chaque fois, ces vidéos me font terriblement rire. Je sais pas si tu en as vu, toi, des vidéos de ce type-là. J'en ai vu, mais j'adore ça. Honnêtement. C'est génial. C'est une œuvre à part entière, ça, maintenant. Je serais presque triste quand les IA seront trop bonnes et qu'elles ne feront plus des conneries comme ça. Tellement c'est marrant. Et alors, je peux te dire que je suis pas le seul à trouver ça marrant parce que j'ai vu alors, je sais pas si c'est une vraie tendance ou une micro-tendance ou c'est juste un truc Reddit, mais j'ai vu passer des gens, des vrais gens, hein, je veux dire, des gens qui postaient des vidéos d'eux qui parodiaient des conneries d'IA générative. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils se filment en faisant des mouvements complètement débiles, comme s'ils se mélangeaient et tout. En fait, ils font des vidéos qui imitent les IA, qui essayent de nous imiter et qui se violent. C'est absolument magnifique. La boucle est bouclée. Je te les envoie là par message privé. Je pense que je les mettrai aussi sur Discord. Et si vous en voyez passer, n'hésitez pas, hein, partagez-les aussi sur le serveur Discord parce que puisqu'on en parle, j'ai jamais trop parlé de vidéos. Alors j'aurais pu parler pu parler de. Alors il y a un truc que j'ai testé effectivement. C'est AnimateDiff. Mais j'ai jamais trouvé que c'était extraordinaire, très honnêtement. Ça peut faire, en gros, AnimateDiff, ça permet de faire des gifs animés au max, quoi. C'est-à-dire des trucs qui font 2-3 secondes, 4 secondes, mais pas plus, quoi. Je trouve pas que ce soit incroyable, AnimateDiff, mais bon, je pourrais en parler un jour. AnimateDiff qui aurait dû être ringardisé par Stable Video Diffusion, que j'ai peut-être mentionné ou je sais plus, mais qui est pas incroyable non plus, mais qui est un peu meilleur, qui demande pas énormément de puissance, mais qui est pas Sora, quoi. Et il y a un Open Sora, justement, que je peux pas vraiment tester parce qu'il est très demandeur. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait un petit peu peur avec la vidéo générative, c'est que ça risque de demander énormément de mémoire. Pour une raison qui est assez simple, c'est que comme on est sur des transformers vidéo, on est sur des transformers 3D en fait, hein, des transformers spatio-temporels. Donc ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'on fait du transformer sur un très gros contexte. Et le contexte, il est d'autant plus long que la vidéo que tu veux générer, elle est longue. Donc ça veut dire que si tu veux générer une minute de vidéo, bah, tu vas avoir un très long contexte.
Et on sait qu'avec les transformers, les très longs contextes, ça se traduit ça par de la puissance de calcul et de la RAM qui monte au carré, quoi. Donc ça veut dire que pour des vidéos qui sont vraiment plus longues que quelques secondes, tu risques d'avoir besoin d'énormément de mémoire. Ouais. C'est le cas pour OpenSora actuellement, et bon, donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas encore vraiment testé ça. J'ai peur que quand Il y a un plafond. vu la là-dessus, taille de Flux, j'ai peur Mm. que le générateur de vidéos que prépare Black Forest soit assez difficile à faire tourner sur des petites configs. Mais bon, on verra. On va à suivre. Il va falloir que les choses évoluent dans très longtemps, à savoir dans peut-être 6 mois. Donc voilà, soyez patients. Non, plus que ça, vraisemblablement. Quand je regarde les vidéos, ça me fait bien marrer. Merci beaucoup, en tout cas, pour la préparation de cet épisode qui va, je n'en doute pas, continuer à inspirer les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient expérimenter ce qu'on peut faire avec ses propres machines en termes de génération de texte, d'images. Merci infiniment de nous écouter. Merci de vous être abonné si c'est le cas dans votre application de podcast. Merci d'envisager un soutien sur Patreon si jamais vous trouvez que le contenu de Tech Café vous est utile et que vous ne le retrouvez pas ailleurs. Je vous invite aussi à évaluer le podcast sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. Et puis bien entendu, vous pouvez forcément nous retrouver à titre individuel. Comme toi, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, on retrouve sur Civitae en train de télécharger des LoRa pour Flux, parce qu'il faut que je teste ça, voilà. bien sûr, et les contrôles net aussi. Bien sûr. Alors, probablement, ça sera utilisable exactement comme avant. Donc, je pense pas qu'on fasse un truc exprès pour ça, parce que, à mon avis, ça va être utilisable comme avec SDXL, quoi. Mais bon, c'est à tester aussi, hein. Et c'est aussi pour ça qu'il faut du 4 bits, parce que les LoRa et les contrôles net, c'est encore de plus de mémoire vidéo. Ça, on n'en finit pas, c'est horrible. Écoute, c'est sans fin. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur guillaumevendée.fr et probablement dans la rubrique IA LLM du serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord, en train de regarder les vidéos que vous aurez concoctées et de regarder vos réactions hilares en regardant les vidéos que j'ai partagées. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.